Nous allons partir très loin d'ici. Je vais vous emmener à la découverte des guérisseurs et des féticheurs africains. Ah, très bien. On va partir en Afrique de l'Ouest, exactement au Mali, à la découverte également d'une confrérie, d'une société secrète qui s'appelle la confrérie des chasseurs. Et c'est vraiment un monde extraordinaire, traditionnel, plein de rituels, de très belles philosophies, de contact avec la nature, fabuleux. Ces gens-là ont une connaissance de la botanique absolument hallucinante, de la botanique et d'autres choses, de magie. Alors j'ai un copain qui m'a dit, si un jour j'ai une grave maladie, vous m'amenez en Afrique voir un guérisseur, ouais. Je veux pas me faire soigner ici. Donc voilà. Bon, c'est vrai. Voilà, il y a des gens qui sont absolument extraordinaires, vraiment là-bas. C'est assez étonnant pour l'esprit occidental que nous avons. Et les scientifiques ont un peu bossé dessus, la médecine essaye maintenant de plus en plus. Justement, on va avoir une chercheure anthropologue qui est spécialisée dans ce domaine-là depuis plus d'une dizaine d'années, un photographe qui est allé sur place rencontrer ces guérisseurs, ces féticheurs, une expérience humaine unique, et ce soir ça va être très fort en émotion, j'imagine. Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange. Ce soir, je vous emmène en Afrique à la découverte de la confrérie des chasseurs, des féticheurs et des guérisseurs. Avec mes invités, je vais vous faire découvrir des rituels de guérison, des connaissances botaniques étonnantes et un mode de vie et de pensée propre à ce continent qui est le berceau de notre humanité. Un livre sera notre support tout au long de cette soirée. Son titre, Guérisseurs et féticheurs, et son sous-titre, c'est La médecine traditionnelle en Afrique de l'Ouest. Ce très joli livre est paru aux éditions alternatives. Deux auteurs pour ce livre, un photographe, Benoît Jouvelet, qui est en notre compagnie ce soir. Benoît Jouvelet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc photographe, le photographe de cet ouvrage, et à l'initiative également de cet ouvrage. De très belles rencontres humaines, j'imagine. Qu'est-ce qui vous a donné envie vous nous donnez juste un élément de réponse, parce qu'on va développer évidemment tout à l'heure. Mais... Il a été très rapide, c'était que mon premier reportage au Mali a été fait dans l'hôpital psychiatrique. Ouais. Et en discutant avec les psychiatres, les malades et les infirmiers, je me suis rendu compte qu'ils ne parlaient que des mauvais sorts. Donc c'était un élément absolument incontournable de la culture africaine. Donc c'est après que je me suis intéressé donc aux guérisseurs et féticheurs. Très bien, nous y reviendrons évidemment largement durant cette émission sur Sud Radio. À vos côtés, Agnieszka Kedzierska, bonsoir ou plutôt bonjour, puisque vous êtes avec nous en direct depuis Washington aux États-Unis où vous vivez. Comment allez-vous ? Bonsoir, bonjour, je vais très bien, merci. Vous êtes chercheuse, anthropologue et spécialiste de l'Afrique de l'Ouest, spécialiste également de la culture mandingue. Vous avez été initiée à la confrérie des chasseurs. Vous nous expliquerez ce dont il s'agit exactement. Durant ces presque 2 heures que nous allons passer ensemble, vous l'avez compris, je vais vous emmener à la découverte de ces guérisseurs, de ces féticheurs et de différentes confréries. Bien sûr, vous pouvez intervenir, cette émission est la vôtre, vos commentaires sont les bienvenus, vos questions, vos réactions. Morad, qui est au standard, vous attend, vous appelez le 0826 300 300 et à ce moment-là, vous discutez avec lui et vous interviendrez à l'antenne 0826 300 300. Vous pouvez également intervenir par SMS, vous tapez sur votre portable Sud, vous laissez un espace, vous rédigez votre commentaire, votre question, votre réaction et vous envoyez le tout au 71 200. Je serai votre porte-parole avec grand plaisir. Benoît Jouvelet, je vais commencer avec vous, puisque c'est vous qui êtes à l'initiative de ce livre. Vous nous avez dit que c'est lors d'un premier reportage au Mali, dans un hôpital psychiatrique, que vous avez découvert ce sujet et comment avez-vous commencé ? Voilà, c'est vraiment la question que j'avais envie de vous poser, parce que vous n'êtes pas malien, vous connaissez peut-être pas le Mali si bien que ça, donc il a fallu faire quoi ? Un travail de reportage sur le terrain, de contact humain d'abord, non ? Oui, et puis en plus se rendre compte que dans cet hôpital psychiatrique notamment, où vous avez un premier rapport avec la maladie en Afrique, où en effet le mauvais sort était absolument présent. C'est-à-dire que
même les médecins qui avaient toute une culture de médecine occidentale n'étaient pas dupes de ça. Ils savaient très bien que la plupart du temps, les malades pensaient que leur maladie était liée à un mauvais sort. Ils arrivaient très précisément à dire à tel ou quel moment et qui leur avait envoyé un mauvais sort. Ouais. Donc c'est à partir de là où je me suis dit que c'était totalement incontournable de la culture africaine. Et que c'était sans doute un sujet plutôt intéressant. Et puis moi qui m'intéressais. Vous savez, moi j'ai toujours été bercé dans un milieu de médecin et de médecine. Donc ça a toujours été quelque chose qui m'a intéressé. Donc de là, après, je suis rentré dans tout ce, de guérisseur en guérisseur, etc., de féticheur en féticheur, parce qu'ils se connaissent tous. Moi, ce qui m'a aussi intéressé, c'était les féticheurs au contact de la ville, ce qu'ils devenaient. Vous savez, cette alternance entre la campagne, où il y avait peut-être une vraie culture, et d'un seul coup, cette proximité de la ville, quels étaient leurs changements de technique, etc., et puis... Donc c'est petit à petit, c'est sur plusieurs années. Hein. C'est sûr que les premiers contacts ont été absolument un peu difficiles. Et puis surtout, j'avais un guide, moi, qui connaissait très bien le Bambara et qui connaissait très bien les usages et coutumes. Ouais. Ce qui après m'a permis de rentrer dans tout le réseau, quoi, en quelque sorte. Dans tout le réseau et dans les coins les plus reculés du Mali. Voilà. Ouais. Agnieszka Kedzierska, pour commencer, vous qui connaissez bien cette région de l'Afrique, parce que vous y êtes allé de nombreuses fois durant de nombreuses années, parlez-nous dans un premier temps du Mali. Le Mali, c'est quoi comme pays? Nous sommes presque en Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, on va dire. C'est un pays qui est très pauvre. Déjà, pour commencer. En effet, c'est un pays qui est très riche sur le plan culturel, qui est connu partout en Afrique de l'Ouest et également en Europe ou aux États-Unis par sa richesse culturelle, puisque les artistes maliens viennent souvent en tournée en Europe. La production de tissus est très connue également. Il y a la tradition orale dont les œuvres sont connues. Donc c'est un pays très riche culturellement. Néanmoins, sur le plan économique, en effet, c'est un pays un des plus pauvres au monde. Et malheureusement, les conditions matérielles de la vie, les conditions de la plupart, de la majorité de la population, laisse assez à souhaiter. Donc, ils sont en dessous du seuil de pauvreté de toute façon, pour la plupart. Bon, malheureusement, la malnutrition touche une partie assez considérable de la population. À cela s'ajoute des sécheresses. Et bien évidemment, l'accès aux soins ou le système thérapeutique relevant de la médecine moderne n'est pas encore à leur terre. Et il doit y avoir une grande mortalité infantile, j'imagine, là-bas. Tout à fait, il y a une grande mortalité infantile, même s'il y a un taux de croissance assez important également. Mais bien évidemment, c'est un des pays les plus pauvres. Normalement, je pense que le moyen par femme, c'est 5-6 enfants. Néanmoins, il y a très peu qui arrivent à survivre et à atteindre l'âge adulte. Ouais. Alors, dites-nous un petit peu, la médecine, là, quand je dis la médecine, je parle de la médecine occidentale, celle que l'on connaît, enfin, que vous connaissez, vous, aux États-Unis et nous, en Europe. Où en est-elle là-bas dans un pays aussi pauvre? Bon, bien évidemment, dans la capitale, il y a des hôpitaux, il y a les dispensaires. Il y a les dispensaires également dans les zones rurales, mais ils sont assez disséminés. Et donc, pour un villageois moyen, on ne disposant pas de moyens de transport, se rendre chez les médecins, cela veut dire faire 15 km, 20 km à pied. Ah oui. Ou prendre le transport local, mais bon, dans ce cas-là, il faut aussi qu'ils payent les billets. Ensuite, à cela s'ajoute le prix de médicaments et de la consultation qui, de notre point de vue, également n'est pas très élevé, puisqu'il s'agit par exemple de 5 000 ou 10 000 francs CFA, ce qui représente l'équivalent de 10-20 euros. Ouais. Cela dit, pour une personne qui fonctionne peu dans l'économie de l'argent et plutôt dans l'économie rurale. Oui. Cela représente une somme importante pour donner l'échelle de comparaison. Un instituteur dans l'école du village gagne 40 000 francs CFA par mois. Ah oui, ça représente carrément un mois de salaire. 5 000 ou 10 000, ça représente déjà un prix considérable. Et de toute façon, ensuite, les médicaments ne sont pas disponibles partout. Dans les dispensaires villageois, il n'y a pas non plus l'équipement nécessaire pour faire les analyses appropriées. Oui. Donc, dans les cas plus graves, il faudrait se rendre directement à la capitale, ce qui, bien évidemment, multiplie les coûts et les difficultés. Donc, vous voyez, c'est pas tellement facile de pouvoir bénéficier du système de
fois moderne. Oui, tout à fait. Je me tourne vers vous, Benoît Jouvelet, qui allait être notre regard, entre guillemets, sans que ce soit péjoratif. J'en parlais tout à l'heure avec Agnieszka Kadzierska lorsque nous finalisions cette émission. Un regard naïf, entre guillemets. C'est-à-dire, vous n'êtes pas anthropologue, ni ethnologue, ni chercheur. Vous êtes observateur avec votre appareil photo à travers votre objectif. Décrivez-nous Bamako, la capitale du Mali. Ça ressemble à quoi comme ville? Grosse question là, blanc. Oh la vache. C'est énorme. Je sais pas, moi je connais bien pas mal de pays africains et je sais pas, ça ressemble à toutes les villes africaines avec avec beaucoup de voitures, il y a pas mal de pollution. Voilà, c'est une ville africaine, quoi. Il y a pas. Je veux dire, c'est plat comme ville. Il y a pas. Non, bizarrement, Bamako a beaucoup d'arbres. C'est une ville où les Français, les colonisateurs français ont laissé pas mal d'arbres, et donc il y a beaucoup d'avenues avec beaucoup d'arbres, des espèces de gros manguiers, etc. Non, il y a beaucoup d'arbres. Donc c'est une ville plutôt agréable. Il y a le Niger qui traverse. Qui est un fleuve quand même assez majestueux, qui traverse cette ville. Non, c'est plutôt une ville agréable. Oui, beaucoup de quartiers pauvres. Oui, comme toutes les villes africaines, mais sans plus. Oui, sans plus. C'est pas quelque chose qui. Je veux dire, c'est une ville extrêmement où on se sent en totale sécurité. Donc les quartiers pauvres, on peut très bien les traverser sans aucune a priori, si ce n'est en effet de voir la pauvreté. On n'a pas du tout ce sentiment d'insécurité comme on peut avoir comme dans certaines villes africaines, comme Conakry par exemple. Oui. Agnieszka Kadzierska, vous vouliez rajouter un mot concernant ça? En différence, par exemple, comparé à Abidjan ou à Dakar, on trouve très peu de bâtiments c'est-à-dire la plupart des quartiers sont quand même des quartiers organisés sur le plan africain. Il y a très peu de bâtiments, soi-disant... comme des buildings, par exemple, des choses comme ça. Oui. Donc c'est plat dans ce sens-là, c'est-à-dire il y a pratiquement que des villas de 3 étages généralement. Et donc c'est une ville quand même très différente des grandes capitales africaines. Oui. Et alors, Agnieszka, dites-nous un petit peu ces gens-là, vous nous avez décrit un petit peu la situation des Maliens, donc à Bamako et en dehors de la capitale, très grande pauvreté, mortalité infantile importante, pays sous-développé bien entendu. Donc on imagine que pour se soigner, il faut se tourner, puisque la médecine telle qu'on la connaît en Occident ou aux États-Unis n'est pas présente, il faut se tourner vers la médecine entre guillemets enracinée depuis des siècles, c'est-à-dire se tourner vers le guérisseur finalement. Bien évidemment, c'est traditionnel. Cela veut dire que depuis des siècles, des générations de Maliens se guérissaient de cette manière-là. Et ce système perdure toujours. Et il est bien évidemment plus facile pour quelqu'un vivant dans un petit village de se rendre chez son voisin ou chez un maître vivant à proximité. Et de plus, il ne s'agit pas seulement de la facilité physique du déplacement, mais aussi de conception de la santé, de la maladie et de l'homme qui est en jeu, puisque cette conception est tout à fait différente. Et donc, le médecin ou le guérisseur traditionnel ne traite pas le même mot, pour ainsi dire. D'ailleurs, même le terme guérisseur, bien évidemment, pour notre ouvrage, on l'avait appliqué. Mais en fait, si on cherche l'équivalent en langue mandingue, on ne trouve pas un équivalent exact. Le guérisseur, c'est dit Fura Tigui, ce qui veut dire celui qui détient les plantes, ou Bassi Tigui, celui qui détient les objets symboliques. Joli, c'est beaucoup plus joli d'ailleurs, c'est beaucoup plus poétique. Féticheur. Il n'y a pas un nom féticheur non plus dans la langue mandingue. C'est celui qui travaille avec les esprits, donc Dinatigui par exemple. Et donc cela est significatif dans la mesure où ça nous indique que ce n'est pas seulement la personne qui traite les malades ou qui soigne la maladie, mais c'est plus généralement une personne qui possède une connaissance ou un savoir particulier, par exemple les plantes, les objets, les esprits, et qui peut, grâce à ce savoir, aider les autres à rétablir ordre dans leur vie. D'accord. Indépendamment. On va faire une pause, Agnieszka, on va faire une pause là tout de suite. On va vous retrouver dans quelques instants en compagnie de Benoît Jouvelet, et là on va développer justement cet aspect. C'est la conception que vous qualifiez vous d'holistique, c'est-à-dire la conception de l'être humain qu'ont ces guérisseurs et ces féticheurs, c'est-à-dire d'une manière globale. Quand ils soignent quelque chose, pour eux c'est un symptôme, mais ils vont chercher la cause.
chose qui peut être dans le monde invisible également. C'est ça qui va être intéressant. 0826 300 300, vous pouvez nous appeler si vous voulez nous faire part d'un commentaire, d'une réaction, d'un témoignage peut-être, si vous êtes allé en Afrique et si vous avez été en contact avec ces guérisseurs ou ces féticheurs quelque part en Afrique. Votre témoignage pourra apporter une teinte différente à cette émission. N'hésitez pas à nous en faire part. Vous pouvez également nous envoyer vos SMS. Vous tapez le mot Sud, vous laissez un espace et vous envoyez votre commentaire, votre réaction, votre question au 71 200 sur Sud Radio. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Ce soir, les aventuriers de l'étrange vous entraînent en Afrique de l'Ouest exactement au Mali, à Bamako et autour, évidemment, Bamako qui est la capitale du Mali, avec mes deux invités, Benoît Jouvelet qui est photographe et Agnieszka Kiedziarska qui est anthropologue, chercheur, tous les deux auteurs de ce livre magnifique, Guérisseurs et féticheurs, la médecine traditionnelle en Afrique de l'Ouest. C'est paru aux éditions alternatives. Benoît Jouvelet, vous avez eu recours, je vous pose cette question à titre d'anecdote, recours aux soins d'un féticheur ou d'un guérisseur que vous avez croisé parce que, je sais pas, vous étiez luxé une épaule, foulé une cheville ou que sais-je? Non, pas du tout. non, la seule fois où il m'est arrivé une anecdote, et c'est un type dont je parle, où il y a un gros chapitre dans le livre qui s'appelle Bekaïnere, qui est un type assez étonnant, qui mesure 2 mètres, qui est un chef de quartier, chef religieux. Impressionnant oui, qui fait pour ainsi dire pas de payer, qui est très impressionnant et qui remet les fractures. Donc vous avez une espèce de cours de miracle où il y a tous les cassés des accidents de la circulation et ils remettent les fractures des trucs assez incroyables, des fractures ouvertes. Ah oui, des fractures ouvertes sans infection, rien, enfin, des trucs assez étonnants. Et c'est la seule fois où lui m'a dit, en effet, t'as la couleur de tes yeux qui va pas bien, est-ce qu'il y a un truc? Mais je lui ai dit, écoute, si je suis blanc, j'ai pas la même culture que toi, etc. Donc, par gentillesse, en effet, il m'a donné un produit parce que j'avais aussi des problèmes articulaires et qu'il me disait c'est certainement lié à des problèmes articulaires. Donc, il m'a laissé une crème qui était faite à base d'huile de karité, etc. Mais moi, j'ai toujours voulu pas rentrer extrêmement dans un détail sociologique et ethnologique de la chose. Moi, j'ai toujours voulu avoir un contact candide. C'était plus une relation d'homme et une relation d'amitié avec ces gens-là plutôt que d'essayer de percer leurs secrets, etc. Oui, tout à fait. Agnieszka Kiedziarska, revenons à ce dont on était en train de parler avant cette première pause. Alors, un guérisseur ou un féticheur, là-bas, traditionnellement, ont une conception différente de l'approche de la maladie qu'ont nos médecins issus de nos facultés de médecine, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Quelle est-elle? Je dirais que ce n'est pas seulement le guérisseur, mais c'est la majorité de la population qui possède cette conception qui est tout à fait différente. Oui. La conception occidentale, c'est justement parce que les guérisseurs et les féticheurs la partagent avec leurs concitoyens. Oui. C'est efficace d'une certaine manière. Et c'est une conception qui admet que l'être humain est composé de plusieurs principes du corps, mais également de l'âme, de double vital et de l'énergie. C'est-à-dire qu'il y a le visible et l'invisible. Tout à fait. Et donc, un problème de santé relève très certainement d'un problème plus général et atteignant la personne dans son intégralité. C'est-à-dire, si quelqu'un est malade ou est touché par une mauvaise chance, cela veut dire très probablement que son énergie vitale a diminué et il faudrait donc rechercher les causes de cette diminution. Et ces causes peuvent être tout à fait pratiques ou physiques, mais peuvent également être issu d'un envoûtement, par exemple. Issu d'un envoûtement ou d'un mauvais sort, comme je disais au début de cette émission, Benoît Jouvelet. Ouais. Et ça, Benoît a bien insisté là-dessus, Benoît Jouvelet a bien insisté là-dessus dès le départ, c'est-à-dire que tout le monde, c'est un acquis pour eux, ça n'est même pas à remettre en question, tout le monde sait, est persuadé, le dit, le vit même peut-être, que un magicien, quelqu'un de mal intentionné peut vous envoyer un mauvais sort. Parce qu'en fait, il faudrait revenir au sujet des relations interpersonnelles chez les Mandingues. Dans leur univers, je pourrais dire qu'il est placé, cet univers, sous le signe de doute ou de l'incertitude. Cela veut dire très simplement qu'on ne sait jamais si notre prochain va vouloir nous nuire ou non. Et même une personne qui peut se présenter comme gentille et bien intentionnée
peut en effet secrètement vouloir nous nuire par la jalousie ou pour gagner plus d'influence, plus de pouvoir. Et donc, on ne connaît jamais véritablement les intentions des autres. Et on ne connaît pas non plus leur pouvoir, puisque une personne qui peut sembler plutôt placée dans l'échelle plutôt bas, dans l'hiérarchie sociale, qui peut paraître dépourvue de pouvoir et de savoir, peut détenir un secret qu'elle a hérité par exemple de son grand-père et donc peut connaître des plaintes pour pouvoir nous nuire. Donc on essaye d'être très prudent dans nos comportements et souvent si une maladie nous touche, on peut en parvenir à la conclusion que peut-être on n'a pas respecté toutes les règles, peut-être on n'a pas respecté quelqu'un qui se sentit donc offensé, et donc c'est une manière de se venger de sa part. Alors, donc si j'ai bien compris, si on n'a pas compris le principe que vous venez d'énoncer, on ne peut pas comprendre le fonctionnement de leur société. On peut pas tout simplement très efficacement entretenir des relations dans cette société. Oui. Donc, même vous, lorsque, lors de vos différents voyages là-bas, il faut penser comme eux, effectivement, pour bien entrer en relation avec eux et bien les comprendre, finalement. Je veux dire, vous savez, c'est une question très difficile, mais je pense que de toute façon, l'anthropologie consiste à s'approprier les modes de pensée des autres. Oui. De voir l'univers de leur point de vue, parce que sinon on serait jamais capable de le décrire. Complètement, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Et alors, dites-moi, donc s'il y a envoûtement, il y a donc également croyance en des esprits, en différentes hiérarchies comme ça de l'invisible, et d'avoir une structure. Je dirais pas que c'est structuré de manière très claire et nette. Il y a une hiérarchie des esprits. Il y a tout simplement des différents esprits et le problème c'est aussi qu'on peut jamais savoir lequel sera le plus fort. Et donc par exemple si on utilise un objet symbolique, un objet efficace qu'on appelle en Europe fétiche, on peut, s'il n'est pas efficace, on conclure que probablement notre adversaire possédait l'objet plus fort. Oui. Et donc, ça ne remet pas en cause l'effectivité, la force de notre objet. Simplement, on ne peut jamais savoir quelles sont les forces en présence. C'est ça qui fait la difficulté. Oui. Et alors, cette tradition et cette connaissance se transmet uniquement de manière orale? Tout à fait. Mais bon, enfin, dans la situation traditionnelle, vous voyez, parce que maintenant, il est tout à fait envisageable, certains de guérisseurs décrits dans notre livre, connaissent l'écriture et l'utilisent pour, par exemple, faire les étiquettes sur les plantes qu'ils vendent. Donc maintenant, il est tout à fait envisageable que pour transmettre leur savoir à leurs enfants, par exemple, ils vont avoir recours à l'alphabet. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, avec vous, ensemble, on va faire prendre votre livre par ordre chronologique et on va faire, entre guillemets, le tour des différents guérisseurs, féticheurs, depuis, parce que vous avez établi une hiérarchie. Alors, cette hiérarchie, c'est faite à partir des tradithérapeutes jusqu'au, ce que vous appelez les tradithérapeutes, jusqu'au maître guérisseur. Et cette hiérarchie se vit là-bas sur place, hein, on est d'accord? Je sais pas ce que Benoît répondrait à cette question, mais je pense que c'est quand même une espèce d'interprétation de notre part. D'accord. Et ensuite, je pense que c'est une interprétation qui s'éloigne pas trop de la réalité, dans la mesure où, si je posais cette question à mes amis maliens, ils seraient plutôt d'accord avec cette classification. Néanmoins, c'est pas non plus une hiérarchie précise. Une hiérarchie, oui. Oui, Benoît Jouvelet. Je pense qu'en effet, c'est une hiérarchie que nous on avait mis comme ça, mais en effet je pense qu'elle correspond. Je veux dire par là que tous les membres, tous les personnages qui sont dans ce livre ont un rôle social extrêmement important. Donc il n'y a pas de hiérarchie sociale où je pense que tous ont leur importance. Donc il y a les puissants, il y a ceux, comment dirais-je, puis il y a des techniques aussi qui sont différentes. Je pense que il y a certains comme Bécagneret qui est plus rebouteux plutôt que fétichiste, donc il a une technique totalement différente. Donc il fallait en effet pas hiérarchiser, mais classifier ces gens avec leurs techniques différentes. Oui. Alors on va commencer par les tradithérapeutes. Vous les avez rencontrés, eux, Benoît, ils étaient tous sur le marché de Bamako. C'est la première chose qui saute aux yeux.
c'est qu'en effet, quand on se balade dans les marchés, on voit plein de tradithérapeutes qui vendent des plantes, etc., avec parfois certains qui font les soins sur place ou des crèmes, etc. Ouais. Ça, c'est une chose qui saute aux yeux quand on se balade à Bamako dans les marchés. Agnieszka Kędzierska, ces tradithérapeutes, eux, ont une connaissance qu'ils tiennent tous de leur père, grand-père. On revient encore à cette tradition de transmission, hein. Normalement, dans les circonstances traditionnelles, la connaissance n'est pas quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Oui. C'est-à-dire le savoir équivaut à un pouvoir. Exact. Et donc, elle est généralement transmise du grand-père aux petits-enfants ou du père au fils. Elle est sauvegardée et gardée soigneusement dans la famille ou éventuellement peut être transmise à un élève préféré d'un grand maître. Oui. Mais ce n'est pas un acquis facile. Dans le cadre traditionnel, quelqu'un qui voulait acquérir certaines connaissances se rendait auprès d'un grand maître. Ensuite, il passait un temps considérable afin de gagner sa confiance et de se faire accepter. C'était pas une chose qu'on pourrait acheter, c'était une chose qu'on payait, qu'on pouvait pas acheter. D'accord. C'est en cela la situation au marché diffère. Parce que comme on l'avait signalé, les thérapeutes vendent leurs remèdes au marché, tandis que dans le cas traditionnel, les remèdes ne sont pas accessibles à tout le monde. Non. Et alors, Benoît Jouvelet, je me tourne vers vous. Il y a une tradition également dans le rapport entre le thérapeute et son patient, où il n'est presque pas question d'argent. En tout cas, dans l'acte lui-même. Dans leur discours, c'est ce qu'ils me disaient. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils me disaient que, en effet, ils savaient bien qu'il y avait des gens qui n'avaient pas du tout d'argent et qu'ils payaient soit un peu plus tard, soit ils faisaient un prix par rapport à son, son porte-monnaie. Donc, les prix, il n'y avait pas de, je sais pas comme en France, on dit le médicament est important. Non, il y a un prix qui est totalement variable par rapport à la condition sociale du malade. Comment avez-vous choisi ces tradithérapeutes? Je pense notamment à de très belles photos que vous avez fait de Wassa Konaté, également de Samadja Fane ou encore de Koumou Keïta à Bamako. Ça s'est passé comment? Moi, j'ai d'abord rayonné parce que j'avais été en contact avec d'autres scientifiques qui m'avaient dit qu'en effet, autour de l'ancien du côté de Paradjikoroni, c'est un quartier où il y avait l'Institut Marchou, qui était un institut où on soignait les lépreux. Donc les lépreux, après être soignés, s'installaient dans ce quartier, donc autour de l'hôpital. Et comme un lépreux, quand même s'il n'a plus la lèpre, il a besoin de soins, etc., il a des douleurs. Donc en effet, il y avait beaucoup de tradithérapeutes qui s'étaient installés dans ce quartier. Donc c'était le quartier idéal pour commencer par les tradithérapeutes. C'était autour de l'hôpital, de l'Institut Marchou, l'ancien institut pour soigner la maladie de la lèpre. Mais c'est parti de ce quartier-là. Et alors pour les prendre en photo, parce que prendre en photo quelqu'un, surtout que vous êtes blanc, vous arrivez avec votre appareil photo, etc. C'est pas évident. Il y a un contact vraiment à établir, même si vous aviez un guide extraordinaire qui a établi ce lien. Il faut, comme le disait Agnieszka Kędzierska, gagner la confiance également pour pouvoir attraper, j'allais dire presque voler ce cliché. Non, c'est faux. Mais pour pouvoir le prendre, pour ne pas le voler justement. Non, ça c'est un truc que je suis incapable de vous dire. Vous savez, je prends l'exemple de Becaye Miare. Je me souviens très bien, il y avait une équipe de cinéastes américains. Ça faisait 3 mois qu'ils faisaient le pied de grue et jamais ils les a laissés rentrer. Je suis incapable de vous dire pourquoi. Moi, il m'a regardé, il m'a dit ok, toi tu peux prendre des photos. Je suis incapable de vous dire pourquoi. Moi, le seul refus que j'ai eu, c'était une femme qui était féticheuse. C'était pas le fait qu'elle ait refusé de faire des photos, c'était surtout le fait qu'elle soit femme féticheuse. Qui est plutôt rare et pas très bien vue par pas mal de Maliens. Voilà, c'était tout. Sinon, aucun refus de photographie je n'ai eu. Donc vous dire pourquoi, j'en sais rien, je sais pas. Là vraiment. Il y a autre chose que le contact oral, puisque moi je ne parle pas bambara. Il y a un contact, il y a un contact que les Maliens doivent sentir beaucoup plus que nous blancs. Ils vous regardent dans les yeux, puis ils vont dire ok. Toi tu peux. La main, toi tu peux. Voilà. Agnieszka Kędzierska, une explication sur cette création de rapport pour pouvoir prendre un cliché, prendre une photo, justement là ce que Benoît Jouvelet a du mal à nous expliquer sur l'établissement de ce rapport. Il y a plusieurs questions, c'est-à-dire la première, c'est que le Malien, d'une manière générale, essaye toujours de recevoir bien les étrangers. Ce
qui veut dire qu'ils essayent de les satisfaire et d'être très polis et respectueux envers eux. C'est un principe. Il y a un sens de l'hospitalité, quoi, vraiment. Tout à fait. Ensuite, il est vrai que parfois on peut obtenir certaines informations que les autres cherchent et n'arrivent pas à obtenir, ou prendre une photo que les autres souhaitaient bien faire et n'ont pas pu. Et c'est en effet la question de la relation personnelle qu'on établit. Je pense que ça dépend de la personne, de son comportement. Et les grands maîtres et les grands maîtres spirituels, tels que décrits dans le livre, sont des personnes extrêmement sages et sachant juger d'autrui, même après un très court contact avec la personne. Donc ils peuvent, avec une certaine dose de certitude, savoir s'ils peuvent ou non faire confiance. En dehors de ça, il y a aussi cet élément que certains de ces guérisseurs qui sont ici décrits cherchent une certaine publicité et ils sont aussi très fiers de pouvoir présenter leurs traditions ancestrales à nous, les Occidentaux. Oui, tout à fait. Une nouvelle pause, Agnieszka Kedzierska et Benoît Jouvelet. On va se retrouver dans quelques instants pour que vous nous parliez justement de certaines de ces tradithérapeutes que vous avez croisés. Et ensuite, on parlera de ce mélange très intéressant entre la conception occidentale de la médecine et la tradition qui revient. Ça veut dire qu'elle commençait peut-être à être en perte de vitesse au contact de la modernité entre guillemets occidentale, voir comment est-ce que tout ça se mélange et finit par donner quelque chose de tout à fait intéressant. On parlera d'associations qui ont été créées pour justement essayer de mélanger les deux pour que la tradition perdure au Mali. Les guérisseurs et les féticheurs maliens, c'est au programme des Aventuriers de l'étrange ce soir sur Sud Radio. Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Nous sommes en Afrique de l'Ouest, au Mali précisément, avec Benoît Jouvelet qui est photographe et Agnieszka Kedzierska qui est chercheur, anthropologue spécialisé dans cette partie du monde et dans la culture mandingue pour le livre Guérisseurs et féticheurs, la médecine traditionnelle en Afrique de l'Ouest, aux éditions alternatives sur Sud Radio. Nous essayons avec eux de découvrir ce monde tout à fait étonnant et fascinant de la médecine traditionnelle donc en Afrique. Benoît Jouvelet, parlez-nous un petit peu, j'aimerais que vous nous donniez un exemple d'un des tradithérapeutes que vous avez croisé, beaucoup de femmes d'ailleurs, mais un jeune homme d'ailleurs, qui s'appelle Omar Traoré. Est-ce que vous vous en souvenez de lui? Il était où celui-ci? À Bamako. Oh, ouais. Et à travers lui, on a Agnieszka Kedzierska, dans son texte, montre un peu comment un jeune homme qui arrive avec une connaissance a du mal à s'implanter et à pouvoir travailler, parce qu'il y a une véritable, concurrence entre eux finalement. Ah oui. Oui, et puis c'est un jeune homme, je pense qu'il n'était pas du quartier de Bamako, c'est-à-dire qu'il n'était pas de Paradis Coroni, donc ça faisait pas très très longtemps qu'il était là. Et en effet, il faut, comme tout tradithérapeute, il faut qu'il fasse sa clientèle, donc il y a un bouche-à-oreille qui parle, etc. Il y a chaque tradithérapeute a aussi sa spécialité. Il y a une femme tradithérapeute qui donnait beaucoup de plantes pour la virilité, ou les femmes qui n'arrivaient pas à faire d'enfants. D'autres c'était sur les bébés. Donc en effet, il y a le bouche-à-oreille qui doit d'abord se faire. Lui, il y a évidemment une concurrence entre tradithérapeutes du quartier de Paradis Coroni, ça c'était évident. Oui, tout à fait. Agnieszka Kedzierska, est-ce que les tradithérapeutes ou les guérisseurs ou les féticheurs se respectent entre eux, ou il y a comme je l'ai demandé à Benoît Jouvelet, une vraie concurrence? Bon, vous savez, bien évidemment, ils se respectent, mais bien évidemment, il y a la concurrence. Je pense que c'est un principe de vie sociale mandingue très très omniprésente au Mali. Et cela ne concerne que des guérisseurs. Toute la vie sociale mandingue est gérée par deux principes qui s'appellent Fadenia et Badenia. Fadenia, c'est le nom qui regroupe les enfants du même père, mais de mères différentes. Et Badenia, c'est le groupe des enfants de même mère. Et on considère qu'entre les enfants de même mère, il y a toujours beaucoup de solidarité, fraternité et coopération. Tandis que les enfants de mères différentes, mais du même père, puisque le Mali repose sur le système polygame,
même s'ils se respectent, nourrissent quand même une certaine jalousie et essayent toujours de prouver qu'ils sont meilleurs, qu'ils sont plus forts, qu'ils sont plus savants et qu'ils sont plus riches que leurs frères. Et on dit également que c'est le père de l'homme qui est son premier concurrent. Donc dans ces conditions-là, comment voulez-vous de ne pas avoir la concurrence entre les guérisseurs? C'est comme entre tous les grands spécialistes. À la surface, bien évidemment, il y a des relations qui peuvent paraître parfois assez cordiales. Néanmoins, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on ne sait jamais quelle est l'étendue véritable et les intentions véritables de l'autrui. Oui, tout à fait. Alors, parlons maintenant de ce mélange de la tradition et de la médecine occidentale. La tradition était en train de se perdre au Mali, cette tradition cette manière de guérir. Agnieszka? Non, je pense pas qu'elle est en train de se perdre. Je pense qu'elle est en train d'évoluer. Oui. C'est-à-dire, le guérisseur intégré en cadre des soins différents, ou certains instruments, ou le matériel, c'est ce que j'appellerais relooking. Oui. Donc, il change, par exemple, les étiquettes ou ajoute certains instruments d'analyse occidentaux. Néanmoins, il toujours base ses connaissances sur ses connaissances ancestrales et plus exactement la connaissance des plantes. Et donc, cela reste une donnée assez permanente. Oui. Benoît Jouvelet, parlez-nous un petit peu de j'ai trouvé cette expérience et ces deux frères vraiment intéressants, impressionnants, les frères Koné. Comment les avez-vous rencontrés et que font-ils? Dites-nous un petit peu ce qu'ils font. Eux, ils sont assez connus. Donc, ils habitent à 30 km de Bamako. Ouais. Donc, il y a pas mal de gens de Bamako qui vont les voir. Il y en a, l'aîné voyage beaucoup. Donc, il consulte à Londres, il consulte en Allemagne, il consulte aussi en France. Et le cadet, lui, reste plutôt à Bamako. Donc, moi, là-bas, ce que j'ai vu, puisque ce qui m'intéressait, c'était souvent les malades d'épileptique, comment ils s'en sortaient et comment ils étaient suivis par ces tradithérapeutes. Et c'était l'un des seuls qui disait qu'il pouvait calmer les crises. Et donc, en effet, quand j'y suis allé, il y avait un enfant atteint d'épilepsie et qui, quand il est arrivé, faisait 2-3 crises par semaine et qui, en 3-4 mois après, on faisait plus qu'une ou deux tous les 15 jours. Ce qui était plutôt intéressant dans les frères Koné, c'est qu'ils se contentent pas que le malade passe juste pour une consultation. Non, ils gardent le malade. C'est-à-dire qu'il y a des malades qui sont là depuis 3, 4, 5, 6 mois et qui viennent de tellement loin et qu'ils ont tellement peu d'argent pour être soignés donc les frères Koné ont des grands champs, parce que c'est au bord du Niger, et les types travaillent gratuitement dans le champ des frères Koné pour pouvoir être soignés par eux. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont créé une sorte de communauté presque autonome de malades qui subsistent à leurs moyens et qui payent par le travail, quoi. Exactement. C'est très étonnant. Agnieszka Kedzierska, c'est une belle leçon d'humanité, ça, finalement. Tout à fait, mais en fait, dans le cadre traditionnel, et pas seulement au Mali, parce qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, ça fonctionne de cette manière également souvent, ce n'est pas un cas inconnu. Il y a souvent des guérisseurs qui établissent justement des petits villages ou qui installent les malades dans leur village. Et ces malades sont intégrés dans la vie sociale et économique de la communauté. Et ils les gardent jusqu'à plusieurs années. Enfin, en ce qui concerne les frères Koné, il y a des gens qui sont là depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Tout à fait, parce que justement, des personnes, une fois guéries, peuvent ensuite aider le guérisseur à exercer des fonctions de secrétaire ou organisateur au sein de la communauté. Benoît Jouvelet, je reviens vers vous pour un petit retour en arrière concernant les tradithérapeutes que vous avez croisés, notamment à Bamako. Qu'est-ce qu'ils vendent? Parce qu'ils ont des produits, leur médicamentation, c'est eux qui la font, hein, c'est ça? Oui, mais en même temps, moi, mon rôle n'était pas de savoir quel était leur produit. Donc, j'avais exactement tout à fait un regard extrêmement candide. Je voulais avoir un rapport humain avec eux. Je voulais pas. À aucun moment, je leur disais d'abord dès le début, moi, ce qu'il y a dans vos poudres, dans vos onguents, dans vos décoctions, ça ne m'intéresse que moyennement. Quoi. C'est autre chose. C'est leur fonction sociale. Puis à côté, moi, ce que je voulais retranscrire dans la photo, c'était leur côté humain et leur fonction
social à Bamako. Voilà. Oui, tout à fait. Agnieszka Kedzierska, ce sont des gens, ceux qui possèdent cette connaissance, qui doivent avoir un savoir botanique assez intéressant. Tout à fait. Mais ce savoir, c'est pas seulement de savoir quelles plantes peuvent éventuellement soigner quelle maladie, mais il y a tout un tas de prescriptions concernant comment le préparer, à quel moment le cueillir, comment le mélanger, comment le conserver. Et ensuite, ce qui est aussi important, c'est que probablement la majorité, il est difficile de savoir exactement, des remèdes sur leur efficacité non seulement de leurs ingrédients, mais également des incantations, ce que les Maliens appellent les clissis ou clissis. Oui. Donc, ce sont des formules ou des paroles prononcées au moment où on cueille les plantes ou au moment où on les prépare. Et ces paroles sont considérées comme efficaces et fortes. Et c'est elles qui peuvent influencer l'efficacité des médicaments traditionnels. Mais alors, d'où vient ce savoir? Est-ce que, parce que ça, vous avez dû vous poser cette question forcément, d'où il vient ce savoir? C'est un savoir empirique, c'est-à-dire qui a été testé pendant des siècles et il y a des choses qui ont survécu et qui sont donc efficaces et d'autres pas? Je pense que la réponse serait que ce savoir vient des chasseurs, en fait, parce que les chasseurs, c'était les premières qui pénétraient dans la brousse et les premières qui passaient un temps considérable et qui, de fait, pouvaient observer les animaux et aussi les plantes qui se nourrissaient en brousse en cueillant des fruits sauvages et qui ont connu aussi les propriétés de plusieurs plantes. D'ailleurs, les chasseurs sont toujours considérés comme des grands guérisseurs au Mali. Je pense qu'en effet, ils ont pu tester les qualités de plusieurs plantes et ensuite les transmettre à leurs élèves au sein de la confrérie. Donc, ce sont probablement les origines, si je devrais trancher, je dirais les chasseurs. Oui, tout à fait. Benoît Jouvelet, j'aimerais qu'on s'arrête quelques instants sur un chapitre que vous avez nommé l'émergence des nouveaux puissants. Là, les photos sont complètement différentes. Dites-nous ce qu'ils ont de différent par rapport aux autres, ceux que vous avez classés dans cette catégorie des nouveaux puissants. Les nouveaux puissants. Parler du Coroni, c'était assez le premier. C'était un féticheur qui venait de Guinée, qui s'appelait, je me souviens plus très bien du nom parce que c'était il y a un certain temps. Daouda Samake, peut-être, oui. Voilà, il venait de Guinée et il avait un pouvoir. Donc c'est le premier que j'ai pu voir et qui m'a emmené dans son lieu de culte et son lieu où il y avait ses fétiches. Oui. Donc après, je me suis aperçu qu'entre féticheurs, il y avait quand même des petites compétitions, des guerres, etc. Donc de fil en aiguille, je me suis intéressé à tous ces nouveaux féticheurs qui, au contact de la ville, avaient une audience assez étonnante, quoi. C'est-à-dire que le Guinéen, quand il m'a emmené dans ce lieu de culte, c'était pas n'importe quelle voiture, c'était une superbe Mercedes, etc., quoi. C'était ah oui, d'accord. Qui accèdent quand même à un certain niveau social par leur connaissance. Oui. Donc, je pense qu'Agnès s'en dira un peu plus sur justement peut-être l'émergence de ces nouveaux puissants qui sont peut-être au contact de la ville, devenus socialement extrêmement importants, alors que peut-être que dans les campagnes, ils n'avaient pas ce statut social qu'ils ont maintenant à Bamako. Ils flambaient moins, quoi. Tout à fait. Flamber, je sais pas si c'est le terme exact. Je serais pas aussi critique que ça. Non, c'était pas péjoratif. non, c'était pas péjoratif dans ma bouche. Agnieszka Kedzierska, d'abord, qu'est-ce qu'un féticheur et qu'est-ce qu'un fétiche? Je crois qu'il faut d'abord commencer par là. D'accord, donc comme je vous ai dit, il n'y a pas un mot féticheur ni fétiche en mandingue. En mandingue, tous ces objets portent plusieurs noms, mais d'habitude on les appelle bassi ou boli. Le terme bassi, ça veut dire littéralement sang. L'étymologie du mot boli n'est pas tellement établie. Tous ces objets peuvent être de tailles variées, des ingrédients variés. Certains sont mobiles, d'autres sont préservés dans des cases, dans des sanctuaires
spéciaux. Oui. Féticheur, c'est tout simplement la personne qui travaille avec des fétiches, donc avec ces objets. D'accord. Alors, ils ressemblent à quoi ces objets? Parce que là, on en a quelques-uns en photo. On en voit un, notamment dans la photo qui représente Daouda Samake. On distingue une statue, une sorte de personnage. Les fétiches ressemblent à ça ou il y en a une multitude? Ça, c'est un des fétiches qui s'appelle Diaphragme. Oui, qui est son fétiche le plus puissant, dit-il d'ailleurs. Tout à fait, oui. Bon, ce qu'il en dit. Oui, tout à fait. Mais ce type de fétiche, en fait, est construit de plusieurs éléments. Et comme vous voyez, il y a des corilles, il y a des cornes. Oui. Il peut y avoir des statues, du métal ou du bronze. Il peut y avoir aussi également d'autres éléments végétaux. Oui. Et tout ça, c'est un peu recouvert des couches de sang sacrificiel. Parce qu'au fétiche, on offre des sacrifices. La plupart du temps, ce sont des sacrifices de volailles. Oui. Mais également, ça peut être les sacrifices de moutons ou de bœufs. De bœufs, oui. Oui. Et donc, tout ça, ça fonctionne, la force de fétiche vient de ces sacrifices. Une fois le fétiche, le bassi ou le boli est préparé, il est préparé en brousse, généralement, et il est fait des végétaux, des éléments végétaux, mais également d'autres. Et ensuite, on l'active en prononçant certaines formules. On l'active? On l'active. D'accord. C'est ça la spécificité du fétiche par rapport, par exemple, au mélange végétaux, poudre qu'on utilise pour soigner et qui n'ont pas de bassi. Donc, on l'active avec les paroles. Et dans cette activation, on précise son mode d'emploi pour on se dire. On dit, bon, écoute, je vais t'offrir tous les mercredis un poulet et les noix de cola. Et en échange, tu vas me protéger contre tous mes ennemis. Et moi, je vais respecter certaines interdictions. Par exemple, je ne vais pas désormais consommer tel et tel aliment. Et je ne vais pas avoir des relations sexuelles avec ma femme le jour où je t'ai fait des sacrifices. Oui. Et donc, si jamais je ne respecte pas toute cette alliance, tu pourras me punir. Tant que je le respecte, tu peux me protéger. Donc, c'est un pacte, Fik. C'est un pacte, tout à fait, c'est un pacte. Ça marche de la même manière d'ailleurs avec des esprits. Et en effet, si on ne respecte pas ces pactes, on peut s'attendre à avoir des conséquences très néfastes. Donc c'est un pacte, très souvent, il a une certaine dimension, pour ainsi dire, émotionnelle ou même, je dirais, sexuelle, dans le sens où souvent les féticheurs parlent de leur fétiche comme c'était une femme symbolique. D'accord. Et on doit parfois demander, par exemple, le fétiche, dans le cas où le féticheur souhaite prendre une deuxième épouse, il doit avoir l'accord de son fétiche. D'accord. Mais alors, c'est très étonnant ce rapport que le féticheur établit avec son fétiche, parce que d'abord, c'est lui qui le crée, c'est lui qui le modèle. Non, pas forcément, non. Il ne le modèle. Généralement, c'est pas lui qui le fait. Généralement, c'est un grand maître spirituel qui possède les connaissances à le faire, mais la plupart des fétiches que vous voyez, par exemple, dans ces chapitres, n'ont nullement été créés par les féticheurs décrits. Par ceux qui le possèdent. Mais enfin, ce que je voulais dire, c'est revenir sur la relation entre celui qui le crée et le fétiche. Il crée un objet qui lui sera bénéfique, mais qu'il peut lui être maléfique aussi. Il y a cette espèce de double tranchant qui est assez étonnant quand même. Mais en fait, je dirais que dire que c'est un objet n'est pas exact. Oui. Je vois ce que vous voulez dire de notre point de vue. Bien évidemment, c'est un objet. Mais à partir du moment où l'objet devient l'objet fort, l'objet symbolique, il n'appartient pas à la catégorie des objets ordinaires et objets quotidiens tels que chaise, selle. Oui, tout à fait. Donc, c'est un objet qui n'est pas considéré comme étant conscient, mais ensuite, quand on lui offre des sacrifices, on lui parle. Et ce n'est pas l'objet qui nous répond, mais on obtient les réponses en faisant les sacrifices. Par exemple, on jette les noix de cola et de manière selon laquelle les moitiés des noix de cola tombent par terre, on déduit la réponse. D'accord. Ok. Donc, c'est un objet, si vous voulez, mais avec lequel on établit une relation. Tout à fait. Et alors, les fétiches, il en existe beaucoup, parce que je suppose que les grands maîtres ne doivent pas en créer à tour de bras. Pas du tout. Pas du tout. Parce que les féticheurs qui préparent un fétiche comme ça, ils le font rarement par an. Il en fait combien par an, vous m'avez dit ? Une fois par an seulement. Un jour dans l'année est propice pour préparer, ou 2 jours par an. On ne le fait pas n'importe quand. Et la préparation
est assez long et exige de réunir plusieurs éléments. Et il y a peu de personnes qui possèdent le savoir et la force de le faire. Donc non, il y en a pas. Enfin, il y en a beaucoup. En l'occurrence, maintenant, il y en a de plus en plus. Oui. Mais ce n'est pas non plus un objet qu'on peut fabriquer facilement. Oui. Et je suppose que posséder un fétiche est un gage de une garantie de puissance ou de protection. Et il y a des fétiches plus ou moins forts. Il y a une hiérarchie dans ce domaine-là. Oui, il y a une hiérarchie et de plus même le même type de fétiche peut être plus ou moins fort selon qui l'avait fabriqué et selon son âge, parce que s'il est plus âgé, il sera probablement plus fort. Oui. Donc il y a en effet une hiérarchie, mais en même temps il ne faut pas non plus oublier que dans le cadre traditionnel, on se vantait pas d'avoir le fétiche. Et par exemple, dans le cadre villageois, pour un anthropologue, il est très difficile d'établir qui possède le fétiche. La première réponse au village qu'on obtient, c'est non, j'ai pas de fétiche. Non, j'ai pas de fétiche. Ensuite, on peut réaliser qu'en fait, la majorité des personnes à qui on avait posé la question le possèdent. D'accord. Mais ce n'est pas une chose dont on se vante ou dont on parle, d'autant moins des ingrédients. Et cela précisément parce que détenir un fétiche, c'est un pouvoir. Oui. Et on va pas hésiter à déclarer à tout le monde, y compris nos ennemis potentiels, quelles sont les sources de notre puissance. D'accord. Et alors donc, d'où ce chapitre un peu étonnant, les nouveaux puissants qui, eux, affichent le fait qu'ils possèdent des fétiches. Alors à ce moment-là, c'est nouveau pour dans le monde de la tradition. Ce qui est certainement nouveau, c'est aussi qu'ils sont assez jeunes. Oui. Benoît, je voulais vous lire rajouter quelque chose. Simplement, la première fois que j'ai eu Agnès, que j'ai eu la chance de rencontrer Agnès, elle m'a dit, mais j'ai vu que tu avais pas mal de photos de fétiches, etc. Est-ce que tu avais vraiment la permission de les photographier? Parce que j'ai vu qu'il y avait des fétiches. Oui. Alors que moi, j'étais le naïf au milieu des fétiches. J'étais incapable de hiérarchiser ces fétiches. Donc, elle m'a dit aussi que l'on ne peut pas prendre en photo certains fétiches. J'aurais aimé qu'elle dise un peu plus par rapport... Je sais pas si tu te souviens, Agnès, quand on en avait discuté. Alors, dites-nous, là, il y a des fétiches qu'on ne peut pas prendre en photo. Non, plus exactement, il y a des fétiches qui ne devraient pas être vus. Et donc, d'autant moins photographiés. Évidemment. Il y a aussi des fétiches qui ne devraient pas être vus par certains groupes, par exemple par les femmes, ou par les femmes enceintes, ou par les gens qui sont jeunes, ou etc. Ou il y a certaines circonstances dans lesquelles ils ne devraient pas être exposés. Et donc, parce que tout simplement, ça pourrait anéantir leur puissance ou avoir des conséquences sur leur puissance. Et donc, en effet, de plus, dans le cadre traditionnel, normalement, on gardait très, très jalousement tous nos secrets, toutes les formules qu'on connaissait, tous les fétiches, toutes les connaissances. Donc, ensuite, on sait bien évidemment que dans un tel village, il y a un très grand féticheur qui possède ce fétiche-là. Mais je pense que les personnes qui l'ont véritablement vu sont pas très nombreuses. Oui. Et que de toute façon, ce sont généralement des personnes assez âgées et bien connues dans toute la région. Oui. Donc, ce qui est nouveau et pourquoi le chapitre l'émergence de nouvelles puissances, ce sont des personnes relativement jeunes et qui affichent leurs fétiches à la vue de tout le monde. Ouais. Alors, Agnieszka Kedzierska, j'imagine les questions qui pointent dans l'esprit de ceux et celles qui nous écoutent. Je vais vous la poser parce que moi, je me la pose et je me doute que vous n'allez pas me donner une réponse affirmative ou négative, mais ces fétiches, est-ce que ça marche? Bon, écoutez, moi, je préfère de faire en sorte de faire comme si, oui. C'est-à-dire, enfin, bref, jamais assez de prudence. J'ai bien appris la leçon que mes amis maliens ont essayé de m'enseigner. Oui. Et ensuite, j'avais plusieurs fois effectué d'abord des consultations et ensuite, personnellement, je n'ai pas de fétiche, si c'est ça l'objectif de votre question. Non. Vous auriez pu, parce que vous avez été initié à la confrérie des chasseurs, on en parlera tout à l'heure, mais en tant que chercheur, c'est la question que vous avez dû vous poser aussi. Tiens, est-ce que ça a une action, alors positive ou négative, mais une action réelle sur une personne, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, je ne sais pas, mais je sais qu'à quelques reprises, j'avais recours à des fétiches pour garantir, par exemple, le financement de mes missions, et ça marchait. Ah oui, ça, donc c'est efficace. Alors là, je sais pas,
pas dire ce qui a marché plus exactement, et si c'était en fait les fétiches ou peut-être tout simplement le conseil de mon laboratoire a décidé sans être influencé par les fétiches, j'en sais rien, mais bon, enfin, comme vous avez bien deviné, je pourrais pas donner une réponse ni affirmative ni négative. Oui, tout à fait. Cette question, et je pense qu'à l'état des connaissances on ne sait actuelles, pas. Oui. on ne sait pas, et il serait un petit peu hasardeux de se prononcer. Oui, tout à fait. Benoît Jouvelet, je me tourne vers vous. Je vais vous poser la question, mais je sais bien que vous allez me dire, moi, c'est pas ce qui m'a intéressé vraiment. Mais est-ce qu'il y a une, parce que vous avez vu des fétiches, vous. Alors, est-ce qu'il y a eu une incidence sur vous d'une manière ou d'une autre? Non. Je sais pas. Non. Ce qui est particulier, ce qui est très particulier, vous savez, quand je me suis baladé pendant 3-4 mois au milieu des féticheurs et guérisseurs, évidemment que j'ai vu des trucs, évidemment que j'ai vu des choses, mais c'est trop facile à partir du moment où on est au fond avec le guérisseur en tête à tête, dans ce coin extrêmement sombre et que vous voyez des choses extrêmement, vous vous sentez d'un seul coup respectueux du secret qu'il va vous donner. Oui, et donc vous ne pouvez pas le dire comme ça. Il faudrait emmener tous les gens dans la case, et à ce moment-là où c'est assez particulier. Les types n'ont pas besoin de me dire Benoît Jouvelet, il aurait fallu que tu sois initié avant. Non, ils ont dû le sentir que tout ce que je verrai dans la case, il y a le visible et l'invisible, et peut-être que l'invisible ne sera jamais visible en photo. Donc voilà ce que j'ai pu voir. Mais en revenant sur les fétiches, c'est très très particulier, parce que les gens qui en effet côtoient énormément les fétiches ont une espèce de sûreté d'eux-mêmes et d'une sûreté du lendemain. C'est-à-dire qu'ils sont persuadés que demain il va arriver ça. Et ça leur donne dans leur regard et dans leur attitude une espèce de trucs assez particuliers. Donc c'est simplement toujours pareil dans cette espèce d'observation des gens qui, en effet, il y a certains guérisseurs qui sont absolument sûrs de ce qui va se passer demain et qui ont dans leur attitude et dans leur port quelque chose de presque royal. Et rien que ça, c'est déjà bien. Rien que ça donne une vision de la vie qui est complètement différente, et on l'aborde évidemment beaucoup mieux. Agnieszka Kedzierska, au moins ça c'est un début de réponse. En fait, je pense que c'est justement pour cette raison que je suis anthropologue, c'est-à-dire que j'ai vu des choses. Et bien évidemment, je me suis posé cette question, est-ce que ça marche, comment ça marche? Eh bien, je me suis rendu compte que c'est pas si facile à répondre à cette question. C'est pourquoi ça fait déjà plus que 10 ans que j'essaye de trouver les réponses. Et je ne suis toujours pas arrivée, partiellement, un petit peu, toujours mieux que rien, mais... Oui, mais c'est une question à laquelle on ne pourra pas répondre, je pense. À moins de vivre avec eux et de le comprendre et de le vivre. Je crois que il n'y a que là qu'on puisse avoir peut-être un début de réponse. Mais vous restez avec nous, Benoît Jouvelet, Agnieszka Kedzierska. Encore une pause et on se retrouve dans quelques minutes pour parler des grands maîtres que vous avez croisés. On va continuer à se balader dans ce livre. On va parler évidemment de la confrérie des chasseurs et on va parler des guérisseurs traditionnels, des grands maîtres, un chapitre que j'ai trouvé absolument étonnant, et puis des guérisseurs tout à fait étonnants, Bekaye Niaré dont nous a parlé tout à l'heure Benoît Jouvelet, qui réalise des choses absolument extraordinaires. Restez avec nous sur Sud Radio. Les aventuriers de l'étrange. Sud Radio. Ce soir, nous sommes en Afrique de l'Ouest avec Benoît Jouvelet, qui est, j'allais dire guérisseur, pardon. Je vais tellement plonger dans mon sujet, qui est photographe. Peut-être que vous êtes guérisseur, Benoît. Pas du tout. Non. Il faut certaines facultés. Et Agnieszka Kedzierska, qui est anthropologue, chercheur. Et, et nous sommes donc avec ce très beau livre que vous avez pour l'un donc créé pour les photographes et pour l'autre pour les textes. Guérisseur et féticheur, c'est son titre. C'est aux éditions alternatives avec ce très joli sous-titre, La médecine traditionnelle en Afrique de l'Ouest. Alors, ces guérisseurs traditionnels, j'aimerais qu'on y revienne, Benoît Jouvelet. Lors de ce contact, lorsque vous avez discuté avec eux, je pense par exemple à des gens comme Bobou Boré que vous avez croisé, d'autres guérisseurs ou Iriba Traoré, vous ont emmené, parce qu'on voit les photos que vous avez faites, vous ont emmené avec eux lorsqu'ils sont allés chercher les ingrédients. Racontez-nous ça, oui. Oui,
C'est ce que disait tout à l'heure Agnès, c'est-à-dire qu'en effet, ils ont une façon particulière de cueillir. Il faut que ce soit à telle heure. Par exemple, il y a des buissons. Notamment, j'étais avec, je me souviens plus que de son nom, il faisait 3 fois le tour du buisson avant de découper la branche, etc. Et il faisait certaines incantations. Donc il y a tout un rituel. Tout un rituel extrêmement précis pour cueillir. On cueille pas les plantes comme ça, par hasard. Donc il y a tout un truc très très particulier. Donc là, oui, mais pour eux, ça posait absolument aucun problème que je les accompagne. J'étais au contraire extrêmement ravi que je vienne avec eux. D'accord. Agnieszka Kedzierska, revenons sur ces différents rituels pour aller chercher les ingrédients qui vont après rentrer dans la composition d'un médicament, d'une décoction, d'un onguent, d'une poudre. Il y a vraiment toute une relation très très étroite avec le monde naturel, avec les plantes, vraiment très intime. Mais en fait, il faudrait préciser ce que c'est les plantes pour les Maliens. Oui. C'est-à-dire, toutes ces connaissances s'appellent iridon, ce qui veut dire la connaissance des plantes. Mais les plantes sont considérées dans leur intégralité, tout comme l'homme, ce qui veut dire que chaque plante possède une force vitale. Et cette force peut être stockée et peut être utilisée, par exemple, pour soigner les malades. À cette force-là s'ajoute la force de la parole, qui est prononcée. Et tout un rituel, par exemple, ils font en effet souvent 3 fois tour de l'arbre, ou coupe certaines plantes d'une certaine manière avec 3 coups de couteau ou avec la bouche. Oui, c'est-à-dire ne pas la couper avec les mains, mais avec la bouche, oui. Oui. Il y a aussi d'autres procédures comme ça, et à chaque fois il y a une formule qui doit être obligatoirement prononcée. Mais justement parce que dans mythologie ou cosmogonie malienne, on considère qu'il y a une espèce de parenté entre les plantes, les animaux, les humains. En fait, tous les règnes sont connectés. Oui. Et donc, du minéral jusqu'à l'humain, tous ces règnes sont connectés les uns aux autres. Oui, tout à fait. Et donc, connaître les plantes, c'est pas seulement connaître botanique, c'est connaître justement toutes ces relations et interrelations. La salive du guérisseur est également un élément important lorsqu'il va cueillir certaines plantes, c'est ce que j'ai lu. Oui, parce qu'en fait, dans toutes les formules, ce qu'on appelle formule magique ou incantation, ce qui compte, c'est pas seulement la parole, mais c'est justement la salive. Et si vous regardez bien, pas seulement en Mali, la plupart de ces incantations est toujours prononcée de manière à ce que la salive de la personne qui la prononce tombe sur l'objet qui doit recueillir les forces, qui est le récipient pour la force. Oui. Et alors, racontez-nous, Agnieszka, une consultation avec un guérisseur traditionnel. Il y a, par exemple, là, il y a une photo que vous avez faite, Benoît Jouvelet, de Ihriba Traoré, qui jette des cauris sur le sable. Ça fait partie également de du diagnostic. Je veux dire, de savoir, de comprendre de ce dont souffre le patient. En fait, il y a plusieurs procédures diagnostiques. On peut faire la divination à l'aide des cauris. Oui. On peut faire la divination à l'aide du sable, donc ce qu'on appelle la géomancie. C'est-à-dire des dessins sur le sable, hein? Oui. Et ensuite, on peut également utiliser un système très ancien, c'est un système à base de cailloux divinatoires. Oui. Donc, en fait, quand le malade arrive chez le guérisseur, chez le thérapeute, tout d'abord, il faut établir quelle est l'origine du problème. Et ce sont les 3 techniques majoritaires, pour ainsi dire, et les plus populaires qui sont utilisées. Oui. Et alors, ça se passe comment il y a d'abord l'utilisation soit de la géomancie, c'est-à-dire les dessins sur le sable, soit les cauris, soit les cailloux, et après, il y a une deuxième étape. Ça se passe comment? En fait, ensuite, c'est le guérisseur qui peut définir les origines du problème et à partir de là, les manières de le résoudre. Et dans la plupart des cas, il va chercher donc certaines plantes où il possède chez lui déjà un stock de plantes. Donc, il peut donner ces plantes au malade. Il peut lui ordonner également de faire un sacrifice d'un poulet ou de jeter un œuf par terre ou de faire d'exécuter une action précise. Oui, tout à fait. Benoît Jouvelet, j'imagine que évidemment vous avez assisté à plusieurs consultations. Oui, en effet, ouais. Et ça se passe comment, vous qui étiez comme ça avec ce regard extérieur?
D'abord, et en effet, comme disait Agnès, il y a plusieurs diagnostics différents. Donc, ils ont une technique. En effet, le cori était une des techniques les plus fréquentes du côté de Paradis-Corony. Mais oui, après, il y a en effet, parfois le remède était plus étonnant que la recherche du diagnostic, quoi. Oui, par exemple. Parfois là, Agnès pourra peut-être mieux expliquer. Il y a parfois des gens qui venaient consulter certains guérisseurs pour des choses qui nous semblent pas être une maladie. La recherche d'un mari ou les rapports avec un gradé dans l'armée, par exemple, où j'ai assisté à des trucs comme ça. Oui. Et le type dit en effet, il y a ça, il faut que tu sacrifies un bœuf ou un mouton ou que tu me payes autant et je résoudrai ton problème, etc. D'accord. Donc ça, c'est pas forcément des maladies, c'est aussi ils ont aussi cette faculté-là. Oui. Alors peut-être qu'Agnès pourra peut-être mieux en parler, peut-être que ça fait partie aussi, peut-être que c'est totalement imbriqué à la maladie, je sais pas là. Agnieszka. Tout simplement, maladie relève d'un problème de l'être humain dans son intégralité. Par exemple, peut témoigner d'une diminution de la force vitale de cet être ou témoigner du fait qu'il a subi une agression magique, donc un mauvais sort. Oui. Mais ce mauvais sort peut se manifester également autrement dans la vie d'un individu, par exemple par le fait qu'il n'a pas de chance dans sa vie professionnelle ou qu'il a des problèmes dans sa vie conjugale. Et dans ces cas-là, les remèdes peuvent être assez similaires parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qui était à l'origine de ces mauvais sorts, pourquoi et comment y répondre. Donc en effet, les Maliens consultent ce que nous on a appelé féticheurs ou guérisseurs pour pouvoir passer efficacement les examens s'ils sont étudiants ou pour pouvoir s'assurer que leur épouse va leur donner un enfant ou pour être sûr que s'ils demandent un passeport ou un visa, qu'ils vont l'obtenir. Et de ce point de vue, il n'y a pas une différence de nature, il y a une différence de degré dans l'action de féticheur ou de guérisseur. Il s'agit tout simplement de restaurer l'ordre et d'assurer la chance à l'individu. Oui. Alors, parlons maintenant des grands maîtres. J'ai trouvé ce chapitre absolument passionnant. Benoît Jouvelet, vous êtes allé à la rencontre de ces grands maîtres qui ont accepté de se laisser photographier, ce qui est déjà, je suppose, quelque chose de rare, j'imagine, non, Benoît Jouvelet? Je n'en sais rien. Vraiment, je n'en sais rien. Moi, ils m'ont posé aucun problème. J'ai été extrêmement bien accueilli. Mais en effet, vous dire simplement que Bécaye Nierek est l'un des grands maîtres qui m'a extrêmement touché. Lui, en effet, oui, il a refusé toutes les autres journalistes, toutes les autres photos, et il m'a accepté moi. Donc, j'en sais rien pourquoi il m'a accepté, mais pourquoi les autres grands maîtres ont accepté de bien vouloir ouvrir leurs portes. Vous avez la baraka, Benoît, vous avez la baraka. Je vais avoir la baraka au moins. Agnieszka Kedzierska, donnez-nous j'allais dire, non, une définition, c'est pas joli, mais le statut social que représente le grand maître. C'est une personne qui est très importante au sein de sa communauté, donc qui exerce les tâches de soins, mais qui également joue un rôle social qui instaure, si vous voulez, l'ordre à l'intérieur de cette communauté, pas seulement au sens biologique ou physique, mais également l'ordre social qui peut être pris comme quelqu'un qui conseille les autres, qui peut également gérer des petits problèmes s'il y a par exemple des malentendus entre les époux. Ils peuvent s'adresser à ce type de personnes pour demander des conseils, solutions aux problèmes. Ces personnes qui sont décrites dans le chapitre dont vous avez parlé sont en l'occurrence des personnes qui cumulent plusieurs fonctions parce qu'ils sont à la fois les guérisseurs reconnus, mais également des grands sages et également des maîtres religieux. Oui. C'est-à-dire, par exemple, un d'eux est émérite chasseur, un autre est un marabout, donc ils assurent aussi d'autres fonctions importantes.
Oui. Alors, Benoît Jouvelet, je me tourne vers vous pour que vous nous racontiez ce que vous avez vu avec Bekaye Niaré, qui est un personnage extraordinaire. Oui. C'est un type qui mesure 2 mètres de haut, qui est déjà très impressionnant en lui-même. Il est chef de quartier, il est chef religieux d'un quartier extrêmement populaire, qui est Bankoni à Bamako. Donc c'est un quartier très très pauvre. Oui. Et un type extrêmement croyant, et qui remet les fractures, les luxations, etc., etc. Donc c'est assez étonnant, c'est un peu la cour des miracles. Vous avez 100 personnes tous les soirs qui attendent les soins de la famille Bekaye Niaré, parce que lui, il a quand même 82 ans, et il a plus la force de remettre une fracture avec déplacement ou une fracture ouverte. Donc c'est ses enfants qui ont aussi repris le relais. Et, son fils, sa fille également. Voilà, sa fille qui s'occupe des enfants. Voilà, des petits, fils, oui. Voilà. Ouais. Donc c'est très très impressionnant. Et en plus, comme disait Agnès, c'est-à-dire que ces gens qui ont une fracture ouverte, évidemment, l'hôpital c'est hors de prix pour eux. C'est-à-dire que soigner une fracture ouverte dans l'hôpital de Bamako, ça coûte plusieurs mois de salaire, euros, quoi, 200-300 euros, ce qui est une fortune pour le Malien. Donc, alors moi c'était assez étonnant, c'est-à-dire que quand j'y allais, les chauffeurs de taxi me disent mais tu connais Bekaye Niaré? Je disais oui, il m'offrait la course. Quand je sortais de chez Bekaye me disait viens on va boire un coca, parce qu'il parlait très très mal le français, donc on buvait un coca ensemble, et il y avait tout de suite 2-3 taxis qui arrivaient et qui m'emmenaient à ma destination sans que et les types refusaient absolument que je paye le taxi parce que j'étais ami avec Bekaye Niaré, quoi. C'était donc on peut vous imaginez la force sociale et la force et c'était en fait l'impact qu'il avait. Voilà. Et devant ces gens-là, vous vous sentez extrêmement petit par moment. Oui. Agnieszka Kedzierska, ce sont des gens qui ont un impact extraordinaire sur leur communauté, ces grands maîtres. Mais de toute façon, en fait, dans tout le système culturel, social malien, en fait, beaucoup de choses marchent par réseau et par les connaissances, c'est beaucoup moins formalisé, si vous voulez. Donc, les personnes comme les grands maîtres qui détiennent un savoir extraordinaire, ou au moins qui sont considérés en tant que tels, possèdent également un grand pouvoir social. Également jouent un rôle parce que c'est une communauté c'est une société beaucoup plus communautaire où les voisins se connaissent, où tout le monde dans les quartiers se connaît, ou même à Bamako des gens se connaissent, d'autant plus au village. Donc c'est une communauté qui vit d'une manière beaucoup plus ensemble. Et donc bien sûr la renommée d'une personne comme ça dépasse son quartier, Mais dites-moi, il y a des choses qui, en tant que scientifique, ont dû vous étonner, parce que là, Benoît Jouvelet a pris une photo, par exemple, d'un enfant qui a une fracture ouverte de plus de 2 mois, fracture ouverte. Donc, je veux dire, c'est pas une chose bénigne, quoi. De plus de 2 mois, sans infection. Tout à fait, mais vous savez, en fait, toute mon expérience avec l'Afrique qui a commencé il y a bien longtemps en Côte d'Ivoire a commencé par le fait que j'ai vu des choses qui étaient pas tout à fait, comment dirais-je, qui entraient pas totalement dans le cadre de ce qu'on considère comme normal. Oui. Et donc, c'est de là où certaines questions se sont imposées à moi. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai toujours pas toutes les réponses. Oui, ça. Benoît Jouvelet, quand vous avez pris cette photo, vous avez dû être un peu soufflé quand même en tant que bon Européen occidental qui se respecte. Genre une fracture ouverte qui date de 2 mois, c'est gangrène et puis c'est terminé. Enfin, je veux dire, le pauvre enfant est mort, quoi. Là, oui. C'était assez étonnant. Surtout, c'était que l'un des fils de Bekaye, pour lui, ça lui semblait totalement naturel. C'est-à-dire qu'il en avait tous les jours, il nous en avait 10 par semaine comme ça, quoi. Ça lui semblait pas quelque chose d'étonnant et de rare. Ouais. Donc en effet, j'en ai parlé même à un médecin, il m'a dit mais c'est quand même assez étonnant, l'os, qu'est-ce qu'il devient, parce que l'os était totalement apparent. Ah oui, on le voit sur la photo. Il n'y avait absolument aucune infection. Donc il y en avait d'autres aussi, je suis incapable de vous expliquer. Et, en effet, il mettait une poudre noire de sa propre composition qui devait être extrêmement, j'en sais rien. Antiseptique, antibiotique, enfin tout ce qu'on veut, quoi. Certainement. De toute façon, c'est d'autant plus étonnant en Mali. N'oublions pas que sur les conditions sanitaires sur place, il fait très chaud. Il y a carrément plus de maladies qu'on vit au quotidien dans les pays occidentaux.
Ouais. Bon, les conditions sanitaires, parfois, surtout dans les villages, mais même dans la capitale, doivent être déplorables, sont assez dures. C'est-à-dire, il n'y a pas toujours de l'eau courante ou de l'électricité. Il est difficile de fermer et d'isoler de manière convenable la nourriture. Donc, surtout dans ces conditions-là, qui sont extrêmement dures, il est d'autant plus étonnant. Nous allons faire une pause, Benoît Jouvelet et Agnieszka Kedzierska, parce que après avec vous, Agnieszka, j'aimerais que l'on évoque cette confrérie des chasseurs, son savoir, ses rituels, sa transmission de connaissances. En quoi est-ce que cela consiste? Quelles sont ses origines? Jusqu'à où peut-on remonter dans le temps pour connaître l'origine de cette confrérie des chasseurs? Parce que plusieurs guérisseurs traditionnels appartiennent à cette confrérie des chasseurs. Vous y avez fait allusion tout à l'heure. Vous allez voir, nous allons découvrir des choses tout à fait étonnantes dans quelques minutes sur Sud Radio. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Nous allons rentrer maintenant dans un monde tout à fait particulier, puisque secret, il faut être initié pour avoir accès à ces connaissances. Je veux parler de la confrérie des chasseurs. Agnieszka Kedzierska, vous y avez fait allusion tout à l'heure, en disant que l'origine de ce savoir vient des chasseurs, parce que eux sont en brousse, évidemment. Eux voient les animaux, sont en contact direct avec la nature, avec ses œuvres, et au fur et à mesure de leur savoir, ils ont acquis un savoir comme ça, de plantes, et d'autres choses. Alors, cette confrérie des chasseurs, qu'est-ce que c'est? En fait, il faudrait peut-être tout d'abord préciser que le terme chasseur n'est pas un terme ayant un équivalent exact en mandingue. Parce qu'en fait, ce qu'on appelle chasseur en français, en mandingue, on va dire donzon. Et confrérie des chasseurs, c'est donzoton. Donzo, ça veut dire celui qui revient à la maison, en supposant qu'il revient de la brousse. Et ce n'est pas seulement chasseur dans le sens que ses fonctions sociales ne se limitent nullement à apporter la viande à la communauté. Bien évidemment, c'était une fonction très importante par le passé. Et c'est toujours la fonction que les chasseurs exercent. Bon, maintenant, vu la raréfaction du gibier de moins en moins, mais c'est également quelqu'un qui était le protecteur des communautés, c'est-à-dire c'était le seul homme armé qui pouvait défendre les communautés, les villages contre les fauves, qui pouvait défendre les villages dans le cas de guerre. Par ailleurs, dans toute l'histoire de Mandingue, les chasseurs étaient également les guerriers, et toutes les armées mandingues étaient composées de chasseurs, les unités d'élite étaient composées de chasseurs. Les chasseurs, c'est également celui qui apporte les fruits sauvages de la brousse, et c'est celui qui connaît les endroits propices au peuplement. Donc, dans le cas où les villages voulaient changer la place, ou on cherchait de nouveaux endroits pour s'installer, c'était les chasseurs qui, au cours de leur balade en brousse, découvraient les endroits où il y avait de l'eau qui était propice, où il y avait la végétation, et donc qui était à l'origine des fondations de la plupart des villages mandingues. Donc vraiment la clé de voûte de la société, hein? Tout à fait. Et donc les chasseurs sont toujours reconnus en tant que tels. Et leur fonction, c'est également celle de mettre des connaissances de ceux qui protègent la communauté dans le sens ésotérique terme, et qui possèdent des connaissances divinatoires également. Donc, comme vous voyez, la société mandingue n'est pas envisageable sans les chasseurs. Et d'ailleurs, les chasseurs étaient à l'origine du premier empire médiéval mandingue, l'empire du Mali au XIIIe siècle. Et c'était les chasseurs, le premier empereur mandingue, Soundata Keïta, était chasseur. Donc, comme vous voyez, l'armée de cet empire était composée de chasseurs. Plus encore, la première déclaration des droits de l'homme, pour ainsi dire, bon, c'est jamais exact, c'est jamais daté, et puis toutes les informations qu'on possède viennent de la tradition orale, donc c'est très discutable et discuté par beaucoup d'académiciens. Mais la première constitution malienne datant du XIIIe siècle était une déclaration des chasseurs. Rédigée par les chasseurs. Oui. Et alors, vous-même, vous avez été initié à cette confrérie? En effet, j'ai eu cette chance. Ça fait un bon moment que je travaille avec des chasseurs, et dans les villages maliens où je travaillais, en l'occurrence. Après quelques mois de séjour en 2001, les chefs chasseurs se sont réunis et ils m'ont proposé de m'initier en me disant que tout simplement, je pose certaines questions auxquelles ils ne peuvent pas répondre tant que je ne sois pas intégrée pleinement dans leur société. Et donc, que ça serait plus facile pour tout le monde de m'initier. Dites-moi, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes chasseurs?
Non, il n'y a pas de femmes chasseurs. Ah voilà, c'est une confrérie réservée aux hommes donc, parce que être chasseur, partir en brousse, il fallait que ce soit les hommes quoi qui le fassent. Oui, mais en même temps, la réponse ça dépend aussi, c'est-à-dire quand j'ai mené des entretiens avec des femmes de chasseurs, elles semblaient pas particulièrement intéressées de partir en brousse. Oui, la brousse c'est le danger, la brousse c'est la fatigue. Je sais pas si vous imaginez le contexte, il fait 40 degrés. Il fait donc très chaud. Il faut s'habiller en pantalon long et marcher pendant 8 heures. Un chasseur qui chasse traverse dans la journée entre, je dirais, 15 et 40 kilomètres. Oui. Il se peut qu'il renouvelle ses activités le lendemain et puis le lendemain encore. Donc, vous voyez, il dort pas dans certaines saisons, en l'occurrence dans la saison humide, quand les journées sont consacrées à l'agriculture, il chasse la nuit. La nuit, il fait moins chaud, c'est vrai, mais en même temps, on ne voit pas grand-chose parce qu'il possède une petite lampe frontale, mais qui sert à éclairer les buissons. De couvrir les gibiers, donc il voit pas le chemin, enfin il n'y a pas de chemin de toute façon. Donc c'est une technique de marche très particulière et très fatigante. Et pendant la nuit, il chasse, ensuite il revient au village, il se restaure et puis il repart au champ. Donc vous voyez, c'est pas non plus... Alors, dites-moi Agnieszka, peut-être que vous n'allez pas pouvoir répondre à ma question, mais pouvez-vous nous raconter votre initiation ou ça ne se raconte pas? Je pense que ça ne me raconte pas, mais très brièvement, il y a un hôtel de chasseurs qui se situe à proximité du village. Oui. C'est pas un hôtel où les femmes ou les enfants ne peuvent pas se rendre dans le temps habituel, mais pas pendant les cérémonies de chasseurs. Bien sûr. Cet hôtel s'appelle Dankunz, qui veut dire la limite de la brousse, si vous voulez. La traduction n'est pas exacte, mais bon. Oui. Et au milieu de cet hôtel se trouve une termitière à chaperon. Et donc c'est considéré comme une tombe symbolique de divinité de la chasse, Sané Contron. Donc l'initiation consiste à se rendre à cet hôtel, à effectuer des sacrifices et prêter le serment à ces divinités, en compagnie des chasseurs, des chefs chasseurs. Oui. Et bien évidemment, cette initiation est précédée par une divination, où on demande les divinités en question si elles sont d'accord d'accepter le candidat. Oui. Donc ensuite de cette acceptation, on procède au sacrifice et à l'initiation. Oui. Et je vais vous poser une question. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez vu des choses absolument extraordinaires. Quelle est la chose la plus extraordinaire que vous ayez vue dans ce cadre-là? Il me serait difficile de dire quelle est la chose la plus extraordinaire. Par exemple, une des choses assez extraordinaires que j'ai vues, c'était pendant une grande fête de chasseurs. Un des chasseurs est parti en brousse et il est revenu 20 minutes plus tard avec un guibarnachet. Avec un guibarnachet. Une grande antilope. Ah d'accord, très bien, oui. Et donc vous voyez autour des villages où en plus il y a beaucoup de bruit vu qu'il y a 300 chasseurs réunis. Un guibarnachet se trouve pas facilement, ça se trouve même rarement dans les circonstances habituelles. Donc comment il a pu les chasser en si peu de temps, ça demeure quand même assez surprenant. Et donc ça c'est une des choses assez étranges que j'ai vues. Mais en dehors de ça, j'ai vu aussi certaines pratiques avec des guérisseurs, avec par exemple les calebasses qui se tenaient en air. On tombait, je sais pas comment, j'ai vérifié ensuite les bâtons et les calebasses. Attendez. Il n'y avait rien d'extraordinaire dedans, mais il y avait quelques feuilles. Oui, vous m'avez dit, enfin, attendez, je reviens sur ce que vous venez de me dire. Vous avez vu une calebasse suspendue en l'air sans que rien ne la tienne, nous sommes d'accord? Oui, c'est ça. Oui, nous sommes d'accord, oui. D'accord. Oui, donc... je voulais être sûr d'avoir bien compris le truc, oui, d'accord. La calebasse, donc, cette espèce de récipient creux comme ça. Oui, calebasse. Voilà, suspendu en l'air comme par lévitation, quoi. Tout à fait. Ou par exemple, j'ai vu également une petite vieille femme qui avait une réputation d'une grande sorcière. Donc, qui m'avait montré comment elle fait venir de l'eau. On était dans sa case, donc elle était assise sur son lit. Oui. Moi, j'étais assise en face. Et donc, elle prononçait des prières que j'étais incapable de comprendre, bien sûr, c'était chuchoter. Et donc, elle a fait venir de l'eau, elle a levé les mains
Et puis, elle m'avait montré qu'il y avait de l'eau qui se trouvait miraculeusement dans sa main. De l'eau? De l'eau, oui. J'en ai même pris dans une petite bouteille ensuite. Donc, voilà, je sais pas exactement comment ça c'était possible. Oui. Donc, ah oui, effectivement, c'est des choses assez surprenantes. On va continuer avec vous. Je me retourne vers Benoît Jouvelet. Vous n'avez pas, Benoît, assisté à des prodiges aussi étonnants? Non. Si, non, bon, mais, pas de bol, hein. si. Mais ce que je vous disais précédemment, c'est que je ne me sens pas, que je ne peux pas vous le dire comme ça. C'est pas possible. Ce que j'ai vu, je ne peux pas le raconter. Ce serait rompre une promesse et. Oui, voilà. Oui, je comprends. Pour revenir précédemment, moi j'ai accompagné 2 fois des chasseurs à la chasse. En effet, je peux vous dire que ce sont des gens qui sont totalement en osmose avec la nature. C'est assez étonnant. Et puis, c'est des athlètes, quoi. Ils marchent comme des cinglés. Hein. Je peux vous dire que c'est des malades. Hein. Des marathoniens. Incroyable. Ils font 50 km en 6 heures. Vous avez fait 50 bornes. Moi, j'ai fait une chasse avec eux. J'ai cru que jamais j'allais rentrer au village. Vous aviez même pas de VTT, rien à pied, quoi. Rien à pied. Croyez-moi, c'est un bon pas. Hein. Je me rappelle quand je suis partie la première fois dans ma vie à la chasse. En effet, après une nuit, j'avais des courbatures partout. Je pouvais plus bouger. Et je me suis dit jamais plus, je vais remettre ça. Ensuite, ça m'arrivait de chasser pendant une semaine tous les jours, 8 heures par jour ou plus. Oui. Donc, c'était une expérience intéressante, certes, mais en effet, c'est pas une expérience facile là, non plus. Oui. Une dernière pause, Benoît Jouvelet, Agnieszka Kazierska, et ensuite nous allons conclure avant de discuter avec des auditeurs et auditrices qui nous appellent au 0826 300 300. Et là, nous allons rester un petit peu dans le domaine des guérisseurs et des rebouteux tout à l'heure, puisque nous écouterons le témoignage de Christelle, dont la mère a été guérie par un rebouteux. Sa mère s'est brûlée au 3e degré. Et là, nous sommes un petit peu dans le parallèle avec des guérisseurs européens, occidentaux, puisqu'il y a une filiation. Il y a même, je dirais, ce sont des collègues, comme on dit dans le Grand Sud, que ce soit nos guérisseurs, nos rebouteux ou ces guérisseurs et féticheurs africains. À tout de suite sur Sud Radio. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Nous sommes en Afrique de l'Ouest, au Mali, avec les guérisseurs, les féticheurs et la confrérie des chasseurs qu'on vient de découvrir avec Agnieszka Kazierska, qui elle-même est chasseresse. Donc c'est comme ça que je peux vous appeler, Agnieszka. Enfin, oui. J'accompagne souvent le chasseur, je suis initiée, cela dit, je pense que je suis un petit élève de la confrérie. Très bien. Et Benoît Jouvelet, qui n'est pas guérisseur comme je l'avais dit tout à l'heure, mais qui est photographe, et je vous recommande leur ouvrage Guérisseurs et féticheurs, la médecine traditionnelle en Afrique de l'Ouest, aux éditions alternatives, un très très beau livre, vraiment très intéressant, qui va vous faire toucher du doigt ce monde tout à fait intéressant. Benoît Jouvelet et Agnieszka Kazierska, si vous permettez, j'aimerais faire créer un pont comme ça entre les guérisseurs et rebouteux de notre Grand Sud, de notre France, et ceux que vous connaissez qui sont en Afrique, à travers le témoignage de Christelle qui nous rejoint. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Merci de nous confier une histoire que votre mère a vécue. Alors vous l'avez compris, là on parle de guérisseurs et de féticheurs qui sont en Afrique de l'Ouest, au Mali, mais on peut faire un parallèle avec les guérisseurs et nos rebouteux à nous dans notre Grand Sud-Ouest. Alors vous, c'est votre mère qui a eu affaire à un de ces guérisseurs. Voilà, ma mère est native de la Haute-Garonne. Oui. Et elle s'est mariée avec un gars du Nord. D'accord. C'est mon père. Bon. Donc elle habitait dans le Nord et ils tenaient un commerce, mes parents. Mm-hmm. Et un beau jour, vous savez, les enfants de commerçants, des fois, ne peuvent pas manger à l'heure voulue et tout. Bon, j'étais toute jeune, une douzaine d'années, et je disais, maman, j'ai faim. Et à l'époque, il y avait des frites à manger, des frites avec je ne sais pas quoi, mais enfin, il y avait des frites. Ouais. Et dépêche-toi. Et puis, elle m'a fait des frites, et la pauvre, elle s'est brûlée. L'huile des frites, en plus, c'est... C'est chaud, ouais. Qui lui a fait extrêmement souffrir, quoi. Ouais. Et mon père était ambulancier aussi à l'époque. Et donc, il rentrait, ma mère s'était brûlée justement à cause de moi, finalement, qui la pressait, et pour me faire ses frites, et paf, toute brûlée à son avant-bras, à sa main droite, je crois. Ouais. Et
Mon père lui dit, t'inquiète pas, il n'y a pas besoin de docteur, je t'ai amené chez un rebouteux, qui s'appelait Monsieur Lemeter, à l'époque, à Vertin, et c'est un petit village dans le nord, Vertin. Ouais. Vertin. Et ma mère, elle était tout émue, quoi, vis-à-vis de cet homme qui rentrait des champs avec les mains teintes de terre, qui lui a imposé les mains sur son mal, si vous voulez, qui a fait des prières. Et il lui a dit ne touche pas pendant la semaine qui va suivre, enfin touche l'eau quand tu feras la vaisselle, mais ne mets pas de produit dedans. Et quand elle est sortie de chez ce rebouteux, elle a plus eu aucune douleur lorsqu'elle était brûlée, au moins au 3e degré. Et plus aucune douleur. Plus aucune douleur. Et maman n'y croyait pas. Et elle est partie, la pauvre, comme une innocente. Et aucune douleur. Plus rien. Elle a souffert atrocement, si vous voulez. Oui, et une fois qu'elle a vu ce rebouteux qui lui a imposé ses mains pleines de terre en rentrant des champs, qui lui a fait les incantations, je sais pas quoi, elle a plus rien ressenti. Absolument plus rien. Et ensuite, ça s'est guéri, je dirais, de manière tout à fait normale. Tout à fait naturelle. Et comment dire, elle a suivi, ce qu'il a dit, quoi. Ne prenez pas de produits de vaisselle, quand vous lavez la vaisselle, ne prenez pas de produits et tout ça. Et c'est vrai, elle n'a plus rien eu. Plus aucune douleur, rien. Et tout s'est guéri, toutes ces cicatrices, c'est impeccable. Étonnant quand même, hein. Étonnant. Mais maman, elle me l'a toujours dit comme ça. Toujours. Alors, c'est vrai que c'est un témoignage, elle est décédée, ma mère, en 96, mais elle me l'a toujours dit comme ça, et elle me disait, c'est drôle, je n'y croyais pas, et ça m'a, choqué que le monsieur arrive avec ses mains, toute sale. Oui, toute sale. Rendez-vous compte. Et non, mais elle a dit, maman, je n'ai plus ressenti aucune douleur une fois qu'elle fait ses incantations, ses prières, et imposé ses mains, et son mal a été guéri. Dingue. Extraordinaire. Merci beaucoup, Christelle, pour ce joli témoignage. Mais de rien. Merci. Bonne fin de soirée. Au revoir. Et vous aussi, au revoir. Benoît Jouvelet, Agnieszka Kadzierska, vous avez dû assister, vous aussi, à ce genre de thérapie, évidemment. Et là, il y a un très joli parallèle à établir entre les rebouteux, les guérisseurs occidentaux et ceux que vous avez croisés en Afrique de l'Ouest. Benoît Jouvelet. Je sais qu'il y a des échanges. Je crois qu'il y avait j'étais tombé sur une association de rebouteux et métiseurs qui essayait d'avoir des échanges avec certains guérisseurs maliens. Oui. Sincèrement, je ne sais pas comment ça se passe, mais moi, en effet, ce serait intéressant qu'il y ait des ponts, des échanges de techniques. Pourquoi pas mais pourquoi pas, oui, pourquoi pas. En effet. On est un peu là, je me retourne vers l'anthropologue Agnieszka Kadzierska, on est un peu dans le même domaine finalement. En fait, ce qui peut paraître assez étonnant, mais en tant qu'anthropologue, j'ai assisté à des thérapies dans des endroits très différents, mais qui étaient très pareils, entre les cultures entre lesquelles il n'y avait jamais eu aucun échange. Par exemple, j'étudiais les thérapeutes guérisseurs biélorusses il y a une quinzaine d'années, et j'étais très étonnée de constater une fois en Afrique qu'il y avait exactement la même technique consistant à poser les mains qui était utilisée dans un petit village ivoirien. Donc je pense qu'il y a beaucoup de techniques qui sont parallèles et qui ne consistent même pas à un échange, mais qui tout simplement dans beaucoup de cultures se ressemblent. Comme dans beaucoup de cultures, ce qui relève de l'univers synégétique, donc de la chasse, se ressemble. Il y a les mêmes prohibitions, il y a les mêmes proscriptions. Tout simplement, c'est étonnant, mais il y a beaucoup de l'usage des plantes, l'usage des formules incantations. Ça, on le retrouve également chez les Amérindiens de l'Amérique. Donc, si vous voulez, c'est un courant montant, la médecine alternative en Occident, mais je pense que les techniques, très très souvent, sont assez proches. C'est quand même étonnant, puisque vous nous avez parlé d'Amérindiens, donc là on est sur le continent américain, de Biélorusses, sur un autre continent, là on a parlé pendant presque 2 heures de l'Afrique de l'Ouest. Il y a donc ce tronc commun propre à l'humanité, évidemment. En tant qu'anthropologue, n'ayant pas étudié de manière très approfondie toutes ces cultures, je peux pas vous répondre d'une manière définitive. Je peux juste dire qu'il me semble d'avoir l'impression qu'on peut découvrir des choses en commun. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah oui. Je suis même prêt à aller un peu plus loin quand même, parce que là, l'incantation, l'imposition des mains, c'est faite de tout temps et visiblement dans toutes les civilisations, puisque quand il y a pas de médecin, eh bien, c'est comme ça qu'on guérit, entre guillemets, non ?
Il y a aussi, par exemple, l'usage de la respiration ou de la salive, parce que vous voyez, prononcer une incantation, ça a quelque chose à voir avec la respiration également. Oui, et la salive, puisqu'il existe des prières pour passer le feu qui existent dans notre grand sud-ouest et en France, où l'application de la salive fait partie de la thérapie. C'est comme également, il y a certains aliments qui sont considérés toujours comme n'étant pas neutres, comme par exemple du sel ou du piment, ou dans les cultures européennes de l'ail, qui sont considérés comme ayant une action permettant d'éviter des mauvais sorts. Et d'ailleurs, vous avez toute cette dimension de la magie, par exemple, balkanique, où il y a la question des mauvais œil. Oui, tout à fait. Justement, un regard méchant d'une personne mal intentionnée peut nous poser des problèmes. Oui. Revenons pour quelques instants, si vous le voulez bien, Agnieszka, à la confrérie des chasseurs. Vous avez dit, bon, j'ai été initié, je suis une élève, je débute, quoi. Moi, je suis au premier grade. Est-ce qu'il y a une hiérarchie? Est-ce qu'il y a des grades, vous savez, avec des initiations, des rituels précis et jusqu'à un sommet de la hiérarchie, en quelque sorte? En fait, la confrérie se déclare d'être très, très démocratique. Parce que là, je comprends qu'il n'y a pas un ordre hiérarchique établi et basé sur l'origine sociale ou sur le nom ou sur la richesse, etc. Donc, le moment d'initiation est le facteur décidant de la place de l'individu au sein de la confrérie. Celui qui était initié avant est considéré comme plus expériencé, comme possédant plus de connaissances. Donc, cette hiérarchie dépend des moments de l'initiation de chacun. Et selon cette hiérarchie, donc, on a un chef de chasseur qui est la plupart du temps le chasseur le plus âgé de la confrérie du village ou du quartier. Ensuite, on a ce qu'on appelle les donsoba, donc les vieux chasseurs, vieux chasseurs, maîtres chasseurs qui, eux, peuvent enseigner, qui sont donc les maîtres chasseurs choisis par les candidats à l'initiation. Et ensuite, on a les donsoden. Bas, ça veut dire père, en fait. Donc, donsoba, ce sont les pères chasseurs, si vous voulez. Donsoden, ce sont les enfants chasseurs. Oui. Et donc, ce sont ceux qui sont initiés récemment et qui suivent encore l'enseignement de leur maître. Donc, c'est une hiérarchie, mais c'est pas une hiérarchie stricte et fermée. Et contrairement à toute la vie sociale mandingue où la place de l'individu dépend justement de son âge et de son appartenance à des castes, parce que le mandingue est une société à castes, il y a 3 groupes sociaux. Bon, le mot caste n'est pas peut-être le plus approprié. Donc, il y a les gens qui sont considérés comme descendants des hommes libres, Oron, les gens qui sont les artisans, Yamakala, et les gens qui sont les descendants des esclaves. D'accord. Tandis que toutes ces distinctions n'ont aucune importance pour les chasseurs. Oui. Ça ressemble furieusement à toutes les confréries que l'on connaît en Europe, pour ne citer qu'elles, les Templiers, la franc-maçonnerie, etc. Tout à fait. Ensuite, ce que je vous présente, c'est un idéal. Il est possible que dans un endroit précis, certains individus ne sont pas acceptés dans la confrérie à cause de leur origine ethnique, par exemple. C'est humain. Ça. Mais dans l'idéal, en effet, toutes ces distinctions ne devraient pas compter et tous les chasseurs sont les frères. Oui. Moi, si vous voulez, j'ai un témoignage assez précis. Il y a dans un village où je suis arrivé avec 2 jours de retard, donc ils m'attendaient 2 jours avant. Donc, mais il y a un concours de circonstances, un quiproquo. Bref, j'arrive dans ce village et je sentis que l'accueil n'était pas extrêmement joyeux. Donc le soir, on a été convoqués, mon guide et moi, le soir. Donc imaginez. Ils ont une faculté parce que il n'y a pas d'électricité, donc les villages sont extrêmement sombres, mais ils voient beaucoup mieux que moi, petit blanc, qui suis habitué à l'électricité aux 300 watts dans ma pièce. Donc ils voient très bien. Donc imaginez ce tribunal où d'un seul coup vous êtes au milieu des 40 chasseurs qui sont en arc de cercle, et vous qui êtes au centre avec votre guide qui comprenait rien parce qu'il parle bambara, et ils se passent la parole l'un à l'autre, et le guide, je dis au guide, écoute, là ta diplomatie, mon vieux, il faut que tu ailles, j'espère qu'elle est là. Là, faut y aller à fond, là. Faut y aller à fond parce qu'on n'est pas très très bien parti. Et ils se redonnaient l'un à l'autre la parole, demandant à chacun l'avis de l'autre, et c'était d'une façon extrêmement démocratique qu'ils nous ont pardonné et nous ont accueillis le lendemain avec ferveur et joie. C'est-à-dire que quand il y en a un qui parlait, il n'y en avait aucun autre qui coupait la parole. Il attendait que l'autre termine. Redonner la parole l'un à l'autre.
Qu'est-ce que tu penses, toi, de ça, etc., de ce que je viens de dire. Il nommait très précisément le chasseur à qui ils avaient donné la parole. Parce qu'en fait, ça se passe par le tour de rôle, parce qu'en fait, c'est le chef des chasseurs qui ouvre généralement une réunion. Ensuite, chacun répète ce que l'autre avait dit et ajoute son avis. Et donc, à la fin, c'est le chef des chasseurs également qui synthétise en quelque sorte. Synthétise et qui prononce une conclusion. C'est par exemple dans le cas où on fait une demande à la confrérie, qui donne la réponse oui ou non à celui qui demande. Donc ça se passe en effet de cette manière-là et pratiquement chaque chasseur doit se prononcer, doit dire quelque chose. C'est très intéressant. Vous restez avec nous, une dernière pause, et puis malheureusement on va en arriver à la conclusion, mais on va terminer avec cette confrérie des chasseurs. On va rester dans ce domaine de cette confrérie des chasseurs, qui est une confrérie tout à fait étonnante, et Agnieszka Kedzierska l'a évoqué aussi un petit peu dans les différents textes de ce livre passionnant aux éditions alternatives. Il y a d'autres confréries qui existent également. Nous allons aborder ce sujet dans quelques instants sur Sud Radio. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Nous sommes en compagnie de Benoît Jouvelet, photographe, et d'Agnieszka Kedzierska, qui est chercheur, anthropologue, pour ce livre, ce très très beau livre que je vous recommande aux éditions alternatives, qui s'intitule Guérisseurs et féticheurs, et dont le sujet est la médecine traditionnelle en Afrique de l'Ouest. Agnieszka Kedzierska, vous avez évoqué cette confrérie des chasseurs, vous nous avez fait pénétrer d'un petit peu dans leur mode de fonctionnement, mais comme c'est une confrérie, on n'y rentre que par cooptation, c'est-à-dire on est proposé par 1, 2 ou 3 chasseurs qui ont remarqué alors soit la probité morale, soit la tenue, etc. Et ils proposent ensuite, il y a l'initiation dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Non, pas exactement. La décision d'appartenir à la confrérie est une décision individuelle et personnelle. Et donc, personne ne peut obliger quelqu'un... Ah oui, non, oui, en même temps, on n'a pas besoin non plus d'avoir quelqu'un qui est déjà au sein de la confrérie. Ah oui, qui vous présente, d'accord. Voilà. Par contre, ce qu'on doit faire, c'est de choisir un maître. Ce maître, bien évidemment, doit nous donner son accord, accepter d'être notre maître d'initiation. Finalement, c'est une décision personnelle. Normalement, comment ça se passe? Au village, il y a des enfants, des garçons qui aiment la brousse, qui aiment se promener en brousse, qui depuis le plus jeune âge essayent avec une lance-pierre de tirer les oiseaux. Et donc ensuite, ils prêtent les fusils de leur frère ou père. Donc ils partent en brousse et ensuite ils donc décident je veux devenir chasseur. Et donc à ce moment-là, ils essayent de trouver un maître qui leur convient et de demander à faire qu'il les enseigne. Et donc là, à un moment donné de ce processus, il s'initie. D'accord. Et alors, dites-moi, l'enseignement, c'est la brousse, la connaissance de la botanique, la connaissance de la nature en règle générale. Est-ce qu'il y a également une autre connaissance qui est transmise ? Je dirais que c'est plutôt une autre connaissance qui est transmise. Puisque la connaissance de la brousse, comme je vous ai dit, ce sont généralement des personnes qui, depuis le plus jeune âge, sont en brousse et qui connaissent en moins la brousse dans la proximité de leur village. Donc ensuite, quand on plante, il est certain que le maître enseigne à son élève quelles sont les plantes qu'il faut utiliser, par exemple, pour anéantir les forces néfastes du gibier tué. Parce que chaque animal, au moment où il est tué, peut-être pas chaque animal, mais beaucoup d'animaux, dégage une espèce de force vitale qui devient un flot néfaste et qui peut causer des ennuis aux chasseurs ou à celui qui consomme la viande. Donc, pour ce fait, il faut savoir quelles sont les plans de procédure à utiliser pour se protéger contre cette force. Et ensuite, il y a d'autres plantes qu'on utilise, par exemple, pour assurer l'efficacité du fusil ou pour assurer l'abondance du gibier. Donc, ces plantes, la connaissance fait partie des connaissances transmises par les maîtres. Voilà, ce sont un ensemble de rituels qu'on peut qualifier de magiques. Qu'on peut qualifier de, je dirais, plutôt religieux, parce qu'en fait, il s'agit d'un culte des divinités tutélaires de la chasse. Mais en tout cas, il y a aussi les formules, les incantations qu'on peut apprendre du maître. Il y a toute une vision, par exemple, les règles morales qu'il faut respecter. Une des principales règles qu'on doit approuver et qu'on doit prêter le serment à respecter pendant l'initiation, c'est la question de l'adultère.
Le chasseur n'est pas censé d'avoir des relations sexuelles même avec épouse le jour des rituels des chasseurs, ni avant d'aller à la chasse. Et également, il n'est pas en aucun cas censé d'avoir des relations adultères. D'accord, très bien. Et alors, vous avez évoqué quelques autres confréries. Est-ce qu'il en existe d'autres? En fait, déjà, on peut dire que confrérie devrait être plutôt mise au pluriel, parce que dans chaque village, il y a la confrérie de ces villages, et ces confréries dans la région se connaissent. Ensuite, à l'état moderne, il y a, dans l'état moderne du Mali, ou de la Guinée ou de la Côte d'Ivoire, il y a les associations civiques de chasseurs qui sont fondées, et qui ne se recouvrent pas totalement avec la confrérie traditionnelle. D'accord. Ensuite, il y a des associations où il y avait des sociétés secrètes, qu'on appelle les sociétés secrètes chez les Mandingues. C'était les sociétés de groupes d'âge. Des groupes d'âge. Oui. Donc, par exemple, après la circoncision, qui est obligatoire dans le passé, tous les hommes appartenaient à une société qui s'appelait le Komo. D'accord. Et qui est une société secrète. C'est une société secrète, et c'est une société dont les enseignements sont extrêmement ésotériques et profonds et très peu connus parce que c'est vraiment secret, mais qui ne fonctionne plus ou plus. Il est difficile d'en savoir beaucoup plus, mais c'était une société à laquelle appartenaient tous les hommes dans le passé, et maintenant le Komo est associé avec un nombre de fétiches extrêmement puissants, et dont certains de guérisseurs décrits dans le livre disposent. Mais en fait, c'était auparavant une société qui gérait toute la vie sociale. Par exemple, il avait une fonction juridique, il punissait les voleurs ou les malfaisants. Et également une fonction protection contre les sorciers. C'était le Komo qui devait découvrir qui est les sorciers dans le village et l'anéantir. Donc il y avait ensuite d'autres sociétés comme ça, les Ndomo et d'autres sociétés. Il y avait une hiérarchie de sociétés secrètes. Dites-moi, Agnieszka Kedzierska, est-ce que entre les chasseurs, parce que à Bamako, ils ne sont pas en habit de chasse, évidemment, j'imagine. Est-ce qu'il y a des signes de reconnaissance entre eux? Est-ce qu'ils se reconnaissent en tant que chasseurs, ne serait-ce qu'en se voyant, en se disant bonjour? Est-ce qu'il y a une rituelie comme ça de reconnaissance? Tout d'abord, la salutation des chasseurs diffère de la salutation ordinaire. Les chasseurs voyant un autre chasseur devraient lui dire Idan Sogo Iniko, ce qui veut dire salut à toi perceur de la brousse, c'est lui qui perce la brousse. Donc il y a déjà les usages de salutation différentes. Ensuite, c'est une question que je me suis posée pendant longtemps. Il me semble que les chasseurs possèdent certaines caractéristiques physiques, plus précisément leur regard est un petit peu différent, leur manière de marcher également, parce que du fait d'avoir à marcher en brousse pendant la longue heure, ils développent une technique de marche particulière. Donc, si vous voulez, je pense qu'il est possible de reconnaître si quelqu'un est un grand chasseur ou non, juste en le voyant, mais c'est pas codifié. Et bien sûr, en plus, il y a les sifflets de chasse, il y a les chasse-mouches, que les chasseurs initiés ont le droit de les porter. D'accord, le chasse-mouche, d'accord. Le chasse-mouche, c'est peut-être pas précis, mais en fait, il s'agit d'une chasse-mouche qu'on peut utiliser en brousse pour chasser les insectes, omniprésente bien évidemment, mais en dehors de ça, cette chasse-mouche possède une dimension spirituelle ou magique qui sont censées de pouvoir dégager des mauvais sorts aussi. D'accord. Benoît Jouvelet, j'ai eu l'impression que vous vouliez ajouter quelque chose sur la démarche et sur la reconnaissance comme ça des chasseurs. Moi, j'ai assisté beaucoup aux danses des chasseurs, etc. La danse chez les chasseurs a aussi, c'est pas totalement anodin et c'est pas innocent. Donc, en effet, il y a dans la façon qu'ils ont de danser et leur pas de danse un côté extrêmement altier. Et je pense qu'en effet, leur démarche doit être très significative d'un chasseur du pays mandingue. Ça, c'est évident. Ouais. Merci en tout cas à tous les deux puisque nous arrivons à la conclusion de cette émission. Merci Benoît Jouvelet de nous avoir accompagnés pendant ces 2 heures et de nous avoir fait découvrir comme ça ces guérisseurs, ces féticheurs et ces chasseurs de l'Afrique de l'Ouest. Un prochain bouquin peut-être bientôt avec d'autres photos. D'autres photos et avec Agnès sans doute sur les chasseurs du pays mandé aussi. Ah, très bien. Donc, on aura l'occasion de vous réinviter pour aller encore plus avant dans ce sujet, alors. Avec plaisir. Merci beaucoup, Benoît Jouvelet. Bonne fin de soirée. Au revoir.
revoir. Agnieszka Kedzierska, donc j'apprends avec grand plaisir que vous allez collaborer à nouveau avec Benoît Jouvelet, cette fois-ci pour parler vraiment de votre confrérie. Tout à fait, on espère que ce projet qui est déjà en cours pourra aboutir bientôt. Ouais. Et moi, je serais bien sûr ravie de décrire plus en détail les chasseurs avec lesquels j'ai travaillé dans mes villages en Mali et de dire un peu plus au lecteur occidental sur cette confrérie assez mystérieuse, mais en même temps très ouverte. Tout à fait. Merci beaucoup Agnieszka Kedzierska. Et puis bonne journée à Washington puisque vous êtes en direct depuis les États-Unis. Tout à fait, merci. Au revoir, bonne journée. L'indicatif va démarrer. Radio. Le voici. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedi, les aventuriers de l'étrange. Che Silorio Massarini sostiene Regina Forza. Je vous souhaite une excellente nuit à l'écoute des rediffusions sur Sud Radio jusqu'à demain matin, heure à laquelle vous allez retrouver toute l'équipe des matinales, Jérôme, Romain et Coralie, qui vont vous accompagner avec toute l'équipe de la rédaction. Je vous rappelle le titre du livre de mes invités de ce soir, Agnieszka Kedzierska et Benoît Jouvelet. Il s'agit de Guérisseurs et féticheurs aux éditions alternatives pour découvrir cette partie de l'Afrique de l'Ouest qui est absolument fascinante. Je recherche des témoignages pour une prochaine émission de personnes qui ont vécu des sorties hors du corps. Si c'est votre cas, eh bien appelez-nous au 0826 300 300. Laissez-nous surtout vos coordonnées et une partie en résumé de votre témoignage sur la boîte vocale des aventuriers de l'étrange pour que l'on puisse vous rappeler et que vous puissiez participer donc à cette émission. Également des témoignages concernant la Dame Blanche. Si vous l'avez pris en autostop, ce serait extraordinaire. Une nuit en rentrant chez vous, eh bien, appelez-nous au 0826 300 300 ou si vous connaissez une histoire relative à la Dame Blanche, 0826 300 300. Vous nous appelez et vous nous laissez vos coordonnées et le résumé de votre témoignage sur notre boîte vocale Les Aventuriers de l'étrange. Vous pouvez également nous contacter par email. L'adresse est la suivante, étrange au singulier, étrange@sudradio.fr. Sud Radio écrit en un seul mot. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci à Mathieu qui signe la réalisation de cette émission, Morad qui est au standard, Pierre Massias qui me pôle pour la construire et rendez-vous samedi et dimanche prochain pour arpenter encore d'autres sentiers étranges.